Le protagoniste commence par dire que c'était une vie ennuyeuse. Il est né dans une famille ordinaire et vivait des journées régulières. La plupart des jours étaient ennuyeux et il croyait qu'il mourrait sans que rien de spécial ne se produise. Cependant, ce n'était pas le cas. Les yeux de l'un des protagonistes brillent lorsqu'il dit que tout a changé. Sur l'écran, il y a un personnage blond et il dit qu'il a trouvé un jeu appelé Heroes of Destiny et c'est comme ça qu'il est devenu propriétaire du monde. Cependant, maintenant de retour dans son appartement, il est vraiment heureux car il est enfin seul. Ce n'est pas qu'il aime ou n'aime pas l'école. Il allume son PC et dit que c'est juste que lorsqu'il joue, cela suffit à le rendre heureux. Dans cet endroit, il est le protagoniste. Il a toujours préféré les jeux solo car vous pouvez parcourir d'innombrables itinéraires un nombre incalculable de fois. Il pourrait même utiliser quelques hacks et dépasser toutes les limites du système. C'était comme si le monde entier n'existait que pour un seul joueur. Cependant, avec une expression penaude, il dit que c'est ce qu'il pensait, mais qu'il est maintenant temps de recommencer. Il active le livestream et quelqu'un lui demande s'il diffuse vraiment en milieu de semaine. Toute la conversation commence à se moquer du gars en lui demandant s'il est une sorte de clochard qui ne va pas à l'école et reste simplement sur le PC. Jusqu'à ce qu'un nommé AGG lui envoie un don de 10 $. Même si ce n'était pas beaucoup, il était heureux car quelque chose vaut mieux que rien. Ensuite, quelqu'un nommé DEE en envoie 1000. Maintenant, il est confus, il attrape le moniteur et tout le monde dans le chat veut savoir qui est ce fou. Ils disent qu'ils sont sûrs que ce type demandera un remboursement, mais la personne lui demande simplement de vérifier sa messagerie. Lorsqu'il ouvre la boîte de réception, c'est un message du créateur du jeu. Il dit qu'il est un téléspectateur qui regarde toujours la chaîne et qu'il est également développeur. Il y a quelque temps, il a créé un jeu si difficile que personne n'a réussi à le terminer pendant la bêta fermée. Je peux inviter un gars à jouer à ce jeu pour vérifier sa difficulté et approuver s'il l'a aimé ou non. Le protagoniste a été intrigué par cette affirmation selon laquelle personne ne pourrait le terminer. Et s'il parvenait à le terminer, même un gars ordinaire comme lui pourrait devenir quelqu'un de spécial. Une fenêtre sur le PC lui demande s'il souhaite installer le jeu et il répond immédiatement oui. Avec cela, un jeu appelé Heroes of Destiny commence. Le message dit que le royaume de Rock a été détruit par le royaume de Jopul en 02-1995. Il naîtrait comme une âme insignifiante dans cet endroit et deviendrait un héros pour arrêter la résurrection du roi démon. Lorsqu'il monterait sur le trône du dieu, tous les souhaits qu'il désirerait lui seraient exaucés. Au-dessus d'un océan, il dit que les graphismes sont bien pires qu'il ne l'imaginait. Mais étant donné qu'il s'agit d'un jeu développé par une seule personne, c'est la limite de ce qui peut être fait. Il écrit ensuite son nom qui sera maître du jeu. Et avec cela, un message de bienvenue sur le continent d'Elin apparaît. Et il se retrouve alors perdu au milieu d'une forêt. Le jeu semblait assez ordinaire et bizarre parce qu'il n'avait même pas de tutoriel mais ça lui convenait. C'est alors qu'il remarqua quelque chose à venir. C'est le chef du village qui dit qu'il n'est pas un visage familier et demande ce qu'il veut là-bas. Cependant, le protagoniste a trouvé cela étrange car il n'y avait pas de boîte de dialogue. Voyant qu'il y avait une case à saisir, il se demanda si le PNG pouvait vraiment comprendre ce qu'il disait. Il dit alors au vieil homme de lui remettre tout l'argent, sinon il tuera tout le monde dans le village. Il attend avec impatience de voir comment l'homme va réagir seulement pour que le vieil homme le frappe à la tête, lui demandant quelles absurdités le garçon raconte. Sur ce, son personnage tombe à terre et évidemment, il meurt. Il était confus, essayant de savoir s'il pouvait vraiment parler au personnage. Le jeu lui demande s'il veut réessayer et il dit bien sûr qu'il n'abandonnera pas comme ça. Cette fois, le vieil homme pose la même question. Mais maintenant, il dit qu'il a besoin de nourriture et de boissons et demande de l'aide. Le vieil homme, désolé pour lui, le conduit au village et lui dit de le suivre. Il entre ensuite dans la maison de l'homme qui lui donne une tasse en lui disant de la boire pour se calmer d'abord. Le protagoniste le remercie et le boit pour ensuite être empoisonné et mourir sur la chaise. Il a alors une idée et débranche le câble internet de son PC. Sans internet, le créateur du jeu n'aurait aucun moyen de contrôler ses PNG. Cependant, quand il va parler au vieil homme, tout est buggé et étrange et dans la seconde suivante, un message apparaît disant qu'il a été tué pour avoir dit des bêtises. À ce moment-là, il réalise que déconnecter internet n'est pas le secret pour gagner. Et il se souvient alors que le nom de la personne qui a développé ce jeu était mort, mais il ne sait pas s'il s'agit réellement d'une personne ou du nom de l'équipe derrière. Il était déjà 1h30 du matin et il a décidé d'économiser car c'était suffisant pour une journée. Cependant, il a été impressionné par l'existence d'un jeu dans lequel on pouvait parler au PNJ. C'était presque comme si ce monde des héros existait réellement. Il était désormais logique que personne n'ait réussi à le battre lors du test bêta. Il ouvre les yeux avant de s'endormir pensant qu'il était vraiment excité. À partir de ce jour, animé par le désir d'être spécial, il s'est absorbé dans ce jeu. Au fur et à mesure de sa progression, il a perdu la notion du temps. Il était complètement immergé et cela a duré 10 ans. Alors que le gars est motivé, 10 ans à jouer la même chose, dans un bureau, quelqu'un appelle Oshiro-san, il s'avère que c'est son collègue. Elle dit qu'elle a déjà envoyé les fichiers qu'il a demandé et le gars la remercie. Un certain temps passe et elle le félicite d'avoir tout terminé. Notre garçon la remercie également et l'aide pendant qu'elle reste là, un peu gênée, ne sachant que dire. Elle lui demande alors pourquoi ils ne sortent pas pour un petit dîner, juste tous les deux avant de rentrer chez eux et peut-être pour un deuxième dîner après leur retour à la maison. Son visage montre clairement ce qu'elle espère. Cependant, notre Oshiro-san s'excuse en disant qu'il doit rentrer chez lui.
La pauvre fille reste abasourdie. Il dit qu'il a quelque chose de beaucoup plus important à faire et lui dit au revoir. Il semble qu'elle soit à nouveau déçue après avoir été une fois de plus rejetée. Elle est refusée depuis un certain temps. Je vais laisser tomber cette fois parce qu'aujourd'hui est le jour où il termine enfin le jeu après 10 ans. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Alors, voyons. Apparemment, la nuit s'est transformée en matin. Il est félicité pour avoir été le premier humain à entrer dans les rangs des dieux et pour avoir été inscrit au hall d'honneur. Notre gars est là tout heureux d'avoir enfin réussi à le terminer. Mais son sourire change vite d'expression. Après si longtemps, il a réussi à faire ce qu'il avait toujours voulu, devenir spécial d'une manière ou d'une autre. Mais d'un autre côté, sa vie était plus ordinaire que jamais. N'aurait-il pas été bien plus extraordinaire d'être avec son collègue? Espèce d'idiot, au moins dans le jeu, il avait l'impression d'avoir vécu quelque chose de complètement différent. Il se souvient de personnages comme le prince noir Gal Krakow, le cardinal Cesaro Libero et la sorcière Celestina Urine. Tous les personnages étaient pleins de charme et de personnalités uniques. Les réactions étaient si réalistes qu'il avait l'impression que ces gens existaient ailleurs. Mais maintenant, en se frottant les yeux, il fouine partout jusqu'à ce qu'il entende un bruit. En regardant l'écran, il voit un message lui demandant s'il souhaite commencer une nouvelle aventure. Mais c'est un message très honnête, l'avertissant que s'il appuie sur oui, il sera téléporté sur le continent d'Hélène. Et après l'avoir sélectionné, il ne reviendrait pas tant que le jeu n'était pas terminé. Oshiro se demande s'il existe une sorte d'étape secrète, cependant avec sa souris qui ressemble davantage à une brique, il se dit impatient de revivre tout cela. Et maintenant qu'il est arrivé jusqu'ici, il n'avait d'autre choix que d'avancer. Bien sûr, il est transporté sur le continent d'Hélène. Contrairement aux autres protagonistes, il était prévenu à 100%. Une voix étrange accueille le maître du jeu. Lentement, il ouvre les yeux, se demandant pourquoi sa poitrine lui fait si mal. Il ne pouvait pas respirer correctement et n'avait aucune idée de la pièce dans laquelle il se trouvait, jusqu'à ce que quelqu'un à côté de lui dise qu'il est enfin réveillé. C'est un vieil homme moustachu qui dit que c'est grâce à la potion de haut niveau qu'il avait réservée. Le garçon commence à ouvrir les yeux et l'homme l'appelle Kalek-sama, mais notre protagoniste confus demande qui est l'homme moustachu, le laissant incertain de ce qu'il doit dire. D'aussi loin qu'il se souvienne, le guérisseur n'a pas mentionné cette potion provoquant l'amnésie. Cependant, le protagoniste a un air désolé et clairement confus. L'homme dit alors qu'il va se présenter à nouveau et déclare qu'il s'appelle Russell. Le protagoniste remarque rapidement que l'homme ne parle pas japonais, mais il comprend tout ce qu'il dit. Mais le pire, c'est qu'il ressent toujours la même douleur à la poitrine depuis son réveil. Russell s'excuse, disant que c'est de sa faute s'il l'a précipité. La douleur à la poitrine était un effet secondaire de la potion qu'il lui avait donnée, mais elle passerait assez vite. Il dit ensuite que le garçon se sentira beaucoup mieux sous peu, alors il va prendre congé pour le moment. Sur ce, la porte se ferme tandis que notre garçon reste là, confus. Un certain temps passe et une bougie s'éteint, il rouvre les yeux et se lève du lit pour se diriger vers le miroir. C'est exactement ce qu'il pensait. Son corps est complètement différent et il est évident qu'il est dans un corps différent, un corps dont il n'a aucune idée à qui il appartient. Il se souvenait des 30 années qu'il avait vécues, mais il n'arrivait même pas à comprendre son nom à cet instant. En se regardant dans le miroir, il se demande qui est cette personne dans ce monde. C'est alors qu'apparaît la fameuse fenêtre système, nom du joueur, Calix Shekan. Un noble sans profession, complètement battu et brisé. Niveau 8 avec une réputation de 3 étoiles et 14% d'approbation. De plus, il possède les compétences de gouvernance des finances, du développement et de l'armée. Ce que Kalex remarque, c'est que cet écran ressemble beaucoup à l'interface du système du jeu. Maintenant, le fait d'être envoyé sur le continent avait vraiment du sens. Il était sur la scène principale de tout le jeu, le célèbre continent d'Hélène. Il pose sa main sur sa poitrine et dit qu'il doit d'abord se calmer. Il ressent alors quelque chose d'étrange. Il se frappe à nouveau la poitrine et s'effondre sur le sol de douleur. Son corps était une épave et il ne savait pas pourquoi. Mais au moins c'était clair, ce n'était pas qu'un rêve. Il faudrait d'abord qu'il s'habitue à s'appeler Calix Shekan. Il va au lit et ne cesse de se répéter qu'il est ce type Calix. Dès qu'il pense à la fenêtre, elle réapparaît. Il est certain que ce doit être le genre de choses que lui seul peut voir. En ce moment, il a 15 ans et il décide que c'est le moment idéal pour recueillir des informations. Après tout, s'il baisse sa garde dans ce monde, il sera tué. Il vérifie le système et constate qu'il appartient au comté de Shekan. Si le nom du lieu et son nom de famille sont les mêmes, cela signifie qu'il est l'héritier direct de la famille régnante de ce pays. Au moins, il a eu de la chance à cet égard. C'est alors que quelqu'un frappe à la porte, le surprenant alors qu'il se demande de qui il s'agit. Il ne sait pas comment réagir ni quelle serait la manière normale pour Kallax de réagir. Il ne cesse de se répéter qu'il est Kallax sans rien dire. Puis on voit que c'est une fille dehors. Elle a apporté une grande tasse de thé à Steven, disant que c'était le médicament du garçon. Réalisant qu'elle est une femme de chambre, il décide d'agir avec une certaine dignité et lui dit d'entrer. La jeune fille entre dans la pièce et demande la permission. Kallax la surveille de près alors qu'elle entre, s'agenouille et lui propose le médicament. De quel genre de médicament s'agit-il? Elle vient d'entrer et je n'y vois aucun médicament. Maintenant, je le vois. Elle dit qu'il fait beau et chaud et qu'il devrait essayer. Notre garçon, qui a clairement besoin d'un abonnement à une salle de sport parce qu'il a l'air mal nourri, demande qui elle est, mais ensuite il se rend compte que demander cela montrera clairement qu'il n'est pas sain d'esprit. La jeune fille a l'air confuse et lui demande s'il ne se sent pas bien.
C'est alors qu'une fenêtre système apparaît dans sa tête et il dit non. Le système montre qu'elle s'appelle Leila, qu'elle a 23 ans, qu'elle a une réputation de -3 et un taux d'approbation très faible. Cependant, il remarque quelque chose d'étrange dans le système. Elle est affiliée au vicomte du territoire d'Oshiran. Étant donné qu'il se trouve dans le comté de Shekan, pourquoi est-ce répertorié dans le système? De plus, il y a quelque chose d'encore plus étrange. Elle a une capacité de combat inhabituellement élevée, bien trop élevée pour une simple servante. Pour quelqu'un qui a joué à ce jeu, il sait que ce ne sont certainement pas les statistiques d'un serviteur ordinaire. Elle est là à le regarder, attendant clairement qu'il boive, mais en regardant le thé, il a déjà pris sa décision. Pas question qu'il boive ce truc de quelqu'un qui travaille pour une autre maison. Leila demande s'il va bien et insiste pour qu'il boive le thé, mais Kalex lui dit simplement d'en rester là et de partir. Elle commence à sourire vivement, insistant pour qu'il le boive tout de suite. Kalex lui attrape la main avec colère, soupçonnant qu'elle est sur le point de le forcer d'une manière ou d'une autre, mais dès qu'il l'a en main, il fait semblant de tousser et le renverse sur le côté. Alors que la coupe tombe, il pense que cela suffit. Une fois tout le liquide renversé, il n'aura plus besoin de le boire. Mais ensuite, Leila, dans une démonstration de réflexe de niveau Spider-Man, attrape la tasse en l'air, s'assurant qu'aucune goutte n'est gaspillée. En la voyant réussir le mouvement classique de Peter Parker, il ne sait pas quoi faire. Il reprend lentement la tasse tout en se demandant quel genre de réflexe elle a. Ce serait mauvais si leurs regards se croisaient, car elle pourrait se rendre compte qu'il l'avait fait exprès. Alors qu'elle se lève, il baisse la tête et détourne le regard. Elle place le thé sur le bureau disant que ses médicaments sont sans danger. Pendant ce temps, il est allongé dans son lit, évitant tout contact visuel avec elle. Il sait qu'il y a du poison là-dedans et il ne le boit pas du tout. Et il ferme les yeux, pensant qu'il doit faire quelque chose pour remédier à cette situation. Alors qu'il est sur le point de s'évanouir, elle le serre dans ses bras, elle demande s'il va bien et Calix se demande s'il a réussi à esquiver la situation pour le moment. En regardant le système, il veut en savoir plus sur la maison à laquelle appartient Leila. Premièrement, il voit dans son statut qu'il est le fils de la première épouse du comte déjà décédé. Il se demande s'il pourrait y avoir des demi-frères et sœurs issus de la seconde épouse. Il découvre qu'il y en a un plus âgé que lui à 16 ans. C'est alors qu'il voit dans le système que le nom de la nouvelle épouse se termine également par Oshiran. Il relie immédiatement les points et se rend compte que cette femme a dû envoyer Leila. Si Calix, le fils de la première épouse, décède, le fils de la femme héritera du titre de comte. Bizarrement, le fou a des sueurs froides tout en se sentant excité. Comme toujours, le jeu Heroes of Destiny démarre fort. Il dit alors à Leila qu'il se sent beaucoup mieux maintenant et la remercie. Mais il demande comment va sa belle-mère. Leila a l'air surprise et dit que la comtesse est très bouleversée par le fait que le garçon tente de se suicider. Elle le supplie de ne plus jamais faire quelque chose comme ça. C'est alors que Calax comprend pourquoi ce garçon était alité et en si mauvais état. À en juger par la douleur dans sa poitrine, ce type a dû essayer de mettre fin à ses jours. Il dit qu'il ne fera plus de telles choses et Leila répond que la comtesse sera sûrement heureuse d'entendre cela. Il la remercie encore et lui demande de partir, mais son expression change et elle dit qu'il n'a toujours pas pris ses médicaments. Maintenant, il a peur, il semble que cette foutue fille ne partira pas tant qu'il ne l'aura pas bu. Le problème est qu'elle est là pour le tuer et s'il refuse, elle pourrait tout simplement l'assassiner. Même s'il connaît le jeu, il n'est en ce moment qu'un adolescent fragile. Il pourrait essayer de crier à l'aide et si elle l'abattait avant que quelqu'un n'arrive, il mourrait certainement avant que cela n'arrive. Elle se tourne déjà vers lui et il réalise qu'il n'a peut-être pas d'autre choix que de le boire. Mais ensuite il se pose la question évidente, pourquoi l'empoisonne-t-elle au lieu de simplement le poignarder et de s'enfuir? Si tel est son plan, il est clair qu'elle ne peut pas attirer l'attention sur elle. Ce poison est un moyen de donner l'impression qu'il s'est suicidé. C'est le même poison que Farmer lui a donné il y a 10 ans et Leila dit que s'il a du mal à le boire, elle peut l'aider. Mais Calax a appris quelque chose en jouant à ce jeu. Le pire arrivera toujours, il vaut donc mieux être préparé. Il est certain que même s'il refuse, il se forcera à ouvrir la bouche et le versera dedans. Le fou rougit disant que cela le rend vraiment excité. En effet, le jeu Heroes of Destiny ne déçoit jamais. Leila s'assoit et propose à nouveau le thé. Soudain, il attrape le thé empoisonné et boit le tout. Leila regarde simplement les effets du poison se manifester enfin. Comme il s'y attendait, cela allait inévitablement se produire. Maintenant, la question est, comment va-t-il sortir de cette crise? Il doit y avoir une personne ou un objet pour résoudre cette situation. C'est à ce moment-là qu'il se souvient que Russell avait mentionné avoir des potions de haut niveau en stock. Il a une idée et dit à Leila de sortir et d'appeler Russell. Elle demande pourquoi et il l'humilie lui demandant s'il doit vraiment s'expliquer auprès d'un simple serviteur. La jeune fille est choquée et s'excuse rapidement. Lorsqu'elle lui crie et lui ordonne de partir et d'aller chercher Russell, elle se précipite dehors. Calex sait que la potion que Russell a utilisée plus tôt pourrait être échangée contre un château. Pourtant, l'homme n'a pas hésité à l'utiliser sur lui. À tout le moins, il semble être quelqu'un qui n'essaye pas de le tuer. Dès que Léo quitte la pièce, il frappe et essaie de vomir. Mais malgré tous ses efforts, rien ne se passe. Le jeu n'allait pas rendre les choses aussi faciles. Une chose était claire, il y avait toujours une solution à chaque problème. Il commence à fouiller dans tous les tiroirs, cherchant désespérément une réponse. Mais le système déplore que ses paupières s'alourdissent. Alors que sa conscience s'efface, il continue de chercher, de jeter des livres et de chercher une solution jusqu'à ce que ses yeux deviennent plus lourds et qu'il s'effondre sur le sol.
Il se demande s'il va recommencer le jeu depuis le début ou s'il va vraiment mourir pour de vrai. C'est alors qu'il voit quelque chose. En plein milieu des étagères, il y a une potion. Son expression change lorsqu'il le repère. Il commence à ramper, attrapant finalement la bouteille. Mais en l'ouvrant et en le reniflant, ce n'est pas ce à quoi il s'attendait. Ça pue terriblement le lait pourri et c'est exactement ce dont il s'agit. Du lait de chèvre avarié, il se souvient que dans le jeu, le yaourt était l'antidote à ce poison. Mais le lait avarié peut-il vraiment être considéré comme du yaourt? Le système l'avertit une fois de plus que sa vision s'estompe. Il sait qu'après la troisième alerte, il ne lui restera plus qu'une minute. Et il porte la boisson à sa bouche, jurant de se venger de Layla, puis il la boit avant de perdre à nouveau connaissance. Quelque temps plus tard, il se réveille avec Russell, lui demandant s'il va bien. Alors que Calex ouvre les yeux, il ne sait pas si c'est du déjà vu ou si le jeu est réinitialisé. Mais Russell ne comprend pas de quoi il parle et souligne quelque chose de plus urgent. Il veut savoir pourquoi la pièce est en désordre et pourquoi le garçon dormait par terre quand il est entré. Calex se rend compte que le jeu ne s'est pas réinitialisé, il a réussi à survivre. Mais cette expérience de mort imminente est quelque chose qu'il ne veut plus jamais revivre. Quoi qu'il arrive, il est déterminé à vivre. Maintenant que c'est réglé, il doit vérifier le statut de cet homme. Il observe Russell et la fenêtre système apparaît. Pour le moment, Russell est le comte intérimaire de ce pays car le comte précédent est mort et n'avait pas encore choisi un cheveu. Même s'il s'agit d'un poste temporaire, c'est quelque chose qui pourrait l'aider. L'homme semble être un type militaire strict alors qu'Alex pense qu'on peut lui faire confiance. Au moins, c'est lui qui l'avait sauvé avec cette potion. Qu'Alex appelle Russell pour lui dire qu'il a quelque chose à partager. Ils parlent pendant un moment et il semble que Calax lui raconte tout ce qui se passe. Mais Russell dit qu'il n'y a aucune preuve. Calax apprend que la potion utilisée par Russell était le protocole standard dans cette famille. C'était juste pour suivre les ordres normaux. Russell explique que pour lui, tous les héritiers de la famille Shekan sont égaux et qu'il est obligé de servir les deux côtés. Calax demande alors si Russell veut qu'il continue à prendre ce médicament jusqu'à sa mort afin que tout le monde puisse réclamer l'héritage. Mais Russell se demande si Calax a vraiment perdu la mémoire. Il doit savoir que la famille Shekan connaît de graves difficultés financières. En fait, c'est une bénédiction que la famille d'Alola les aide. Il demande si le garçon ne s'en souvient vraiment pas ou s'il fait juste semblant. Calax réalise que Russell n'agira pas sans preuve concrète. Au moins, il pense que la femme qui l'a empoisonné doit croire qu'il est mort. Il dit à Russell de laisser tomber disant que tout va bien. Cependant, il a une demande simple. Russell remarque quelque chose de différent dans le comportement du garçon. 4 heures plus tard, au château de Shekan, quelqu'un traverse les toits. Le personnage s'arrête au sommet de l'un des bâtiments, ajustant son couvre-visage. La personne observe les nuits ci-dessous. Il semble que ce soit Layla qui constate que la sécurité a été considérablement renforcée. Elle jette un coup d'œil au mur, repère un tunnel et dans la scène suivante, elle est à l'intérieur du château. En s'approchant d'une porte, elle constate qu'il n'y a aucun garde à l'extérieur de la pièce. Elle l'ouvre et à l'intérieur, elle voit un corps recouvert d'un drap. Pourtant, elle ne sait pas vraiment si Calix est mort. Au moins, elle a utilisé un poison spécial, donc il a dû mourir sans douleur. Elle sort une lettre de sa poche et la pose sur le bureau. Elle récupère un seau dans un tiroir et tamponne la lettre. Avec tout en place, il lui suffit de repartir en toute sécurité. Mais soudain, quelqu'un arrive derrière elle et lui met son épée au cou. Elle reconnaît instantanément la voix. Mais la personne ne dit rien et elle ne peut que craindre la lame qui lui tranche la gorge. Elle le supplie d'attendre et crie, affirmant qu'il est trop tard. Lord Calixte est déjà mort et désormais la famille Shekan ne peut appartenir qu'à la famille Grumbine. Bien sûr, c'est Russell qui se tient derrière elle, observant tout. Elle reste silencieuse un instant, puis elle demande s'il ne devrait pas être simplement un simple noble au service de la famille Shekan. Mais c'est à ce moment-là que le garçon se lève et dit que tout s'est passé exactement comme il s'y attendait. Cette idiote est surprise, n'est-ce pas? Notre gars dit que le poison de la mort lente est assez stimulant, mais il trouve intéressant de voir comment une famille noble tente d'en empoisonner une autre. Il est certain que si cela était révélé, cela tournerait au désastre total. Soudain, Layla s'accroupit et retire son bras de l'emprise de Russell. Mais dès qu'elle essaye de se détourner, il lui saisit à nouveau le bras. D'un mouvement rapide et d'un coup dans les côtes, elle trébuche, révélant ses cuisses. Calax sait que la différence entre leur niveau de compétence est de 3 niveaux. De toute évidence, elle n'a aucune chance. Mais Layla insistait, affirmant qu'il n'a aucune preuve matérielle et que personne ne le croira. Cependant, Calax répond calmement que tenter d'assassiner un noble est passible de la peine de mort, même si l'agresseur est lui-même un noble, et son témoignage est clairement là sur le bureau. Lorsqu'il s'agit de témoins, il la désigne du doigt, disant qu'il y en a un juste devant lui. Soudain, son expression change et la pauvre fille commence à s'évanouir. Elle s'effondre au sol, le laissant incertain de ce qui vient de se passer. Russell explique qu'elle s'est évanouie. Il place sa main sur son corps et observe un étrange orbe de mana. Notre garçon le reconnaît comme ce qu'on appelle un trou de mana. Russell explique qu'elle ne sait probablement pas comment utiliser les techniques de respiration de mana. Elle a probablement le niveau d'un soldat d'élite avec une bonne formation. Russell cependant remarque quelque chose d'étrange. Calex ne semble pas impressionné par cette information, ce qui suggère qu'il était déjà au courant. Il se souvient que le garçon avait mentionné qu'il avait une simple demande. Maintenant, Russell veut savoir ce que cet enfant sait déjà. Calex dit que pour l'instant, ils doivent l'emprisonner car ils ont de nombreuses faveurs à demander. Plus tard, la servante diabolique est attachée à une chaise. Son bras ressemble à une Pokéball à l'intérieur alors qu'il lui lance une potion.
Notre fille s'essuie même le visage. Lorsqu'elle se réveille, elle se retrouve attachée à la chaise. Calax mentionne immédiatement le poison à mort lente. Évidemment, il tue en 3 à 6 heures. C'est la potion idéale pour quiconque cherche à mettre fin à ses jours. Il suppose que s'il mourait ainsi, tout le monde penserait que c'est son propre choix. Il lui attrape le visage et lui demande pourquoi elle a fait ça. Elle feint l'ignorance, feignant de ne pas comprendre de quoi il parle. Mais Calax dit qu'il est sûr qu'elle avait peur de mourir, c'est pourquoi elle a agi comme elle l'a fait. Cela signifie qu'elle n'a pas assez de loyauté pour donner sa vie pour Lady Stella. Mais la jeune fille reste silencieuse. Il dit à Russell de la faire parler. Russell ouvre la bouche et voit quelque chose dans la main de Calax, se demandant ce que c'est. Mais Calax le jette dans sa bouche et elle sent immédiatement quelque chose d'étrange. C'est probablement encore le même lait de chèvre et il ordonne à Russell de le lui faire boire. Elle écrit sur la chaise essayant de se libérer mais cela ne sert à rien. Quand Russell lâche prise, elle crie demandant ce qu'ils lui ont fait boire. Calax dit avec désinvolture que c'était juste un peu de poison. Puis il lui demande si elle connaît quelque chose appelé la marionnette de Psydu. Terrifiée, elle prétend que c'est impossible, affirmant qu'il n'y a aucun moyen pour un noble issu d'une famille comme la sienne d'obtenir une telle chose. Mais Calax dit qu'avec assez d'argent, on peut faire ce qu'on veut. Pour le prouver, il mentionne que l'ingrédient principal de la recette est le radis blanc. Russell semble opprimé tandis que Calax attend juste sa réaction. Layla insiste sur le fait qu'elle ne le croit pas, mais la protagoniste est certaine qu'elle a peur. Elle dit alors qu'elle va partir pour le moment, faire rapport à son maître et dire que l'assassinat a été un succès. Elle se demande s'il pense vraiment qu'elle suivra ses ordres, mais Calax demande simplement si elle est prête à mourir. Le poison de la marionnette Citis contient plus de 3000 antidotes différents selon la formule, et celui qui convient à ce qu'elle a bu est stocké dans son esprit. Alors si elle ne veut pas mourir d'une mort stupide, elle ferait mieux de l'écouter. La jeune fille respire fort, visiblement secouée, mais il exige sa réponse. Après avoir hésité un moment, elle crie que tout va bien et demande à être dénouée. Mais Calax remarque qu'elle semble terriblement en colère contre la personne qui lui sauve la vie. Elle tremble, pleure presque sur la chaise, suppliant d'être libérée. Russell trouve étrange qu'elle ait soudainement décidé d'obtempérer et elle est là, implorant grâce. Calax sait que c'est juste le lait de chèvre avarié qui fait des ravages dans son estomac. Elle supplie Russell de la détacher, mais Russell hésite, se demandant si Calax a oublié qu'elle a tenté de le tuer. Le garçon répond qu'elle est un témoin très précieux et qu'ils devront la traiter avec un peu de dignité. Russell n'a aucune idée de ce dont il parle. Pendant ce temps, elle continue d'implorer sa libération. Elle est au bord des larmes, apparemment sur le point d'exploser, implorant la liberté. Le temps passe, elle annonce finalement qu'elle part pour signaler que l'assassinat a réussi. Elle quitte la pièce. Désormais, Calax sait qu'il devra faire face à quelqu'un d'autre capable de contrôler tous les chevaliers. Cette personne se tient juste à côté de lui. Russell demande alors à savoir comment Calax a obtenu toutes ses connaissances. Cet imbécile est sur le point de dire qu'il a tout appris dans les livres, mais il se rend compte que Russell ne le croirait pas. Russell l'avertit qu'expliquer de telles choses à travers un livre équivaudrait à signer une condamnation à mort. Maintenant, Calax ne sait pas quoi dire. Personne ne le croira s'il prétend venir d'un autre monde. Il demande ensuite à Russell s'il se souvient du poignard qu'il a plongé dans sa propre poitrine. Russell dit que oui, mais veut savoir pourquoi il en parle. Notre garçon explique que le poignard est en fait un héritage transmis par sa mère. Elle prétendait posséder des pouvoirs mystérieux et il semble que ces pouvoirs se soient maintenant réveillés en lui. Russell ne semble pas convaincu, mais Calix dit qu'il n'aurait jamais imaginé que le secret pour acquérir de telles connaissances consistait à frapper son propre cœur. Le majordome insiste sur le fait que s'il s'agissait d'un objet aussi rare, tout le monde le saurait. Calix réfléchit un instant et demande s'il a entendu parler du poignard de Claire. Apparemment, Russell a demandé si le poignard de la dame précédente était vraiment cet artefact. S'il s'agissait bien de ce trésor, cela pourrait expliquer les vastes connaissances de Calax. Cependant, Russell dit qu'il y a un problème. Il veut savoir si quelqu'un d'autre est au courant. Calax lui assure que personne ne le fait, c'est le premier. Il demande ensuite à Russell ce qu'il pensait de l'histoire de Layla, en particulier de l'idée que tous les mouvements du comte Claire, les mouvements de son père, avaient été divulgués. Un chevalier comme son père, qui était sur le point de progresser en grade, n'aurait pas dû mourir à cause d'une simple attaque de monstre. C'est ridicule de croire une telle histoire. Russell réalise immédiatement que Calax demande son aide, mais dans les jeux politiques de succession, Russell n'a pas l'intention de s'impliquer. Mais si la mort du comte était réellement préméditée, cela change tout. Pourtant, serrant son épée, Russell débat intérieurement. En tant que soldat, il ne veut pas se mêler de politique. Ce principe le guide depuis 50 ans. Juste au moment où il est sur le point d'exprimer cela à Calax, le garçon crie soudainement, exigeant de savoir pourquoi son père a dû mourir. Tout ce qu'il veut, c'est comprendre pourquoi son père a été assassiné et qui en est responsable, évidemment pour qu'il puisse commencer à planifier sa vengeance. Il a demandé à Russell s'il n'était pas curieux aussi, quoi qu'il en soit, ils savent déjà que c'est quelqu'un qui bénéficiera de sa mort, mais ils ne peuvent pas abandonner simplement parce que la situation semble difficile. Il s'arrête un instant et demande si c'est vraiment bien qu'un chevalier serve une famille qui a orchestré un assassinat. Russell se fige un instant, puis il s'agenouille et jure fidélité à Calax. Notre garçon est ravi, mais voici Russell qui ajoute une mise en garde. Ce faisant, il abandonne les convictions qu'il défendait depuis 50 ans, ne jamais s'impliquer dans la politique.
Mais Calax est simplement heureux de trouver quelqu'un d'aussi puissant comme allié, en particulier celui qui est investi dans la vengeance qu'il recherche. Il dit à Russell de se lever, affirmant qu'il n'a pas besoin de jurer fidélité à quelqu'un qui ne détient même pas de titre. Mais Russell le rassure en disant qu'il veillera à ce que le garçon devienne fort. Notre gars change rapidement de sujet, ne voulant pas que cette conversation débouche sur Russell, lui proposant de le former. Il dit ensuite que maintenant qu'ils sont au courant de la tentative d'empoisonnement de la comtesse, tout se met en place. Ils n'en sont qu'au début de leur vengeance. Russell demande comment il peut aider. Calax est sur le point de répondre lorsque la scène change. Un groupe de personnes est rassemblé autour d'une immense table. Une femme blonde avec un fan commande que tout le monde est enfin présent. Certaines personnes chuchotent, se demandant pourquoi la comtesse est assise sur le trône. La comtesse prend la parole, disant que certains d'entre eux doivent déjà savoir ce qui s'est passé hier avec le prince Calixte. Il a tenté de mettre fin à ses jours en utilisant un poison appelé mort lente. L'un des hommes plus âgés dit que c'est le choix typique de ceux qui cherchent à se suicider et que s'il en consommait, la mort était inévitable. Tout le monde sait qu'avec la mort de Calax, la faction qui le représentait n'a plus d'importance. La comtesse est ravie de la disparition apparente de Calax. Il est désormais certain que Grumbine assumera le siège du comte. C'est exactement la question que se pose tout le monde dans la salle. Quelque chose suggère que la comtesse prenne temporairement les commandes. Pendant ce temps, dans la pièce voisine, un garçon se prépare et remarque que les choses deviennent très intéressantes. Il interpelle Russell qui déclare qu'il le suivra jusqu'au bout. Notre garçon est entièrement blindé, prêt au combat. Il semble que Grumbine ne soit qu'un enfant potelé, probablement le fils de cette femme intrigante. Tout le monde sourit jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la porte. Qui intervient? Tout le monde, vous le savez déjà à leur visage choqué. C'est Calax avec Russell juste derrière lui. La comtesse est complètement confuse, incapable de comprendre pourquoi il est en vie. Tout le monde dans la pièce commence à murmurer la même question. Calax s'approche de la comtesse et l'appelle par son nom. Il l'informe que le trône sur lequel elle est assise ne lui appartient pas. Elle essaie de jouer cool, commentant à quel point il a l'air énergique et lui demandant comment il se sent. Il sourit en disant qu'il a bu le poison mais qu'il a heureusement survécu, puis il la prévient qu'elle a été beaucoup trop précipitée dans ses projets. Elle lui dit de se calmer et de ne pas porter d'accusations sans fondement. Même s'il ne l'a jamais reconnue comme sa mère, la qualifier d'assassin est impardonnable. Elle crie déclarant que dans la grande salle, il faut assumer la responsabilité de ses paroles. Mais Calax répond disant qu'il est impressionnant de voir à quel point elle reste si malhonnête même après avoir été dénoncée. La duchesse, ignorant ce qu'il prépare, demande de quoi il parle. Calax dit simplement que pour l'instant c'est la prochaine étape. Soudain, il frappe dans ses mains et quelqu'un entre dans la pièce. Leila entre et il annonce que le témoin a quelque chose à dire. Les autres personnes présentes dans la pièce n'ont aucune idée de qui est cette femme, tandis que la duchesse se rend immédiatement compte que si c'est celle qu'elle croit, elle est dans de gros problèmes. Leila s'agenouille et Calixte lui demande de prononcer son nom. La jeune fille ouvre lentement les yeux, jette un coup d'œil à Grumbine et se présente comme étant Leila. Maintenant, la duchesse panique, ne sachant pas pourquoi cette fille est là. Leila se présente comme un agent fantôme de l'unité des opérations spéciales de la famille Ozurin. Calax lui ordonne de s'expliquer. Elle explique que les membres de cette unité sont des orphelins formés au champ de Gorda. Les enfants qui ont survécu ont été sélectionnés et envoyés vers d'autres endroits sous de fausses identités. Il demande si elle travaillait sous couverture dans son château. Elle dit oui, se faisant passer pour une femme de chambre employée par Lady Stella. Calax demande alors si elle connaissait sa véritable mission. Leila admet que c'est le cas. La duchesse crie, affirmant que tout cela est une conspiration absurde. D'autres personnes présentes dans la salle protestent, affirmant que Leila travaille au château depuis 5 ans. Comment pourrait-elle être une espionne? La rumeur éclate avec des accusations selon lesquelles la famille Hochiron complote quelque chose. Cependant, d'autres se demandent pourquoi Leila avouerait une telle chose sans raison. Le trésorier à côté de la duchesse commence à paniquer. Il crie après Russell, exigeant de savoir pourquoi il garde le silence. Croit-il vraiment aux paroles d'une servante comme elle? Russell répond calmement qu'elle n'est pas une femme de chambre mais une criminelle prise en flagrant délit. Elle a été forcée d'admettre qu'elle était une espionne travaillant pour la famille Oshiran. Qu'il s'agisse d'un complot ou non, il faut en juger après avoir entendu son témoignage. Le trésorier n'a pas de bonne réponse, un autre noble l'interrompt, disant au trésorier d'arrêter d'intervenir et de laisser la femme parler. Le trésorier en colère demande ce qu'il vient de dire mais quelqu'un d'autre crie à tout le monde de se taire. La pièce devient silencieuse et la colère de la duchesse est palpable. Quelqu'un demande à Leila quelle était sa mission lorsqu'elle travaillait pour la famille Oshiran. Elle affirme que c'était pour recueillir des informations. Calax demande quel genre d'informations. She explains that she was tasked with tracking all income and expenses of the territory, knowing all travel dates and destinations of the former count, and monitoring the movements of political allies and vassals. Calax avance alors et lui demande quelle était sa mission la plus récente. Elle révèle que ses ordres étaient d'empoisonner le prince Calax avec le venin à mort lente. Après sa mort, elle devait placer une fausse note de suicide dans sa chambre pour faire croire qu'il s'était suicidé. Calixte, froid et calculé, lui demande quel a été le résultat de sa mission. Elle admet qu'elle a réussi à l'empoisonner mais qu'elle a été rattrapée par le comte Russell lorsqu'elle est entrée pour planter la note. La duchesse crie et exige que la femme soit arrêtée. Les gardes se précipitent pour arrêter Leila qui tente de résister, criant qu'il n'y a aucune preuve pour étayer ses affirmations.
Calax, toujours aussi calme, appelle Russell. Russell hoche la tête et présente la fausse note de suicide. Il explique qu'il était dans la chambre de Calax lorsque Layla est entrée pour planter la lettre, puis il révèle un souvenir du parchemin terrestre. Il rappelle à tous que cette magie est capable de révéler des intentions malveillantes. Grâce à ce parchemin, ils peuvent découvrir qui a ordonné à Layla de commettre cet acte. Le trésorier se rend compte que si cette preuve est révélée, c'est fini pour eux tous. Ils doivent l'arrêter, même si cela impliquait de faire taire tout le monde dans la pièce. Calix, remarquant l'attention du trésorier, sourit déjà en sachant qu'il essaie quelque chose de radical. Il tend les bras et appelle les chevaliers à entrer. La pièce se remplit du bruit des pas alors qu'une armée de chevaliers entre, se positionnant derrière chaque noble. Il n'y avait désormais aucun moyen de supprimer la vérité. Le trésorier, terrifié, demande à Russell ce que cela signifie. Russell explique qu'après avoir examiné le contenu du parchemin, les résultats ont été choquants. Pour éviter le désordre et le chaos, convoquer les chevaliers était la seule option. Les nobles protestent, affirmant que c'est une erreur d'amener des soldats dans la salle sacrée. Pendant ce temps, Grumbine, le parent aux cheveux potelés, reste assis dans un silence stupéfait, ressemblant à un imbécile. La duchesse, réalisant que la présence de Meng signifie que les preuves sont irréfutables, sait qu'elle est piégée. Elle ne peut rien faire maintenant. Calax demande alors à Russell quelle est la punition infligée à un noble qui tente de tuer un membre de sa propre famille. Russell répond que c'est la mort par pendaison. La duchesse, désespérée, attrape son fils porcin et déclare qu'il n'a rien à voir avec cela. Elle se tourne vers Calax, plaidant en disant que même s'ils ne sont pas liés par le sang, elle est toujours sa mère. Elle le supplie de la croire, mais Calixte ne regarde que Layla. Avec un sourire narquois, il lui demande si c'est vrai. Layla Tremblaine révèle que lorsqu'elle recevait ses ordres de la comtesse, le prince Grumbine était présent. Calixte sourit et la duchesse tombe dans le désespoir, criant et pleurant, affirmant que tout cela n'est qu'un mensonge. Mais est-ce un mensonge? Notre garçon imperturbable annonce qu'il s'en fiche de mentir. He's determined to take them both down. Après tout, c'est elle qui a tenté de l'assassiner en premier lieu, faisant d'eux de vrais lâches. En la regardant sangloter sur le sol, il déclare que la chasse au renard a désormais atteint son paroxysme. Alors que la duchesse est assise là, la mâchoire pratiquement collée à la table sous le choc, quelqu'un claque soudainement la main sur la table et appelle Calax. Calax regarde. C'est le roi de McDonald's lui-même, Grumbine. La duchesse crie après son fils et Calixte se retourne juste à temps pour voir le garçon à côté de lui. Mais au lieu de se défendre, Grumbine s'agenouille et s'incline profondément devant Calixte. La pièce entière est stupéfaite alors que Grumbine regarde le sol comme s'il cherchait des fourmis. Les autres nobles le pressent de se lever, exigeant de savoir ce qui se passe, mais Grumbine appelle Calixte lui disant qu'il acceptera n'importe quelle punition tant que sa mère sera épargnée. La duchesse, confuse et paniquée, commence à crier à Grumbine de retourner à sa place. Les nobles murmurent que les choses sont allées trop loin, mais il est clair que Grumbine a franchi une limite pour sauver sa mère. Calax se rend immédiatement compte que s'il ordonne de les tuer tous les deux maintenant, il sera considéré comme le méchant. Il se demande si cela a toujours été le plan de Grumbine. Malgré sa colère, il pose une main sur l'épaule de Grumbine et dit que tout va bien. S'il tient vraiment autant à sa mère, Calax n'a pas le choix. Grumbine lève les yeux, surpris et plein d'espoir, lui demandant ce qu'il veut dire. Calix déclare que si Grumbine avoue son implication, il demandera une peine réduite pour sa mère, mais il l'avertit de bien réfléchir à ce que cela signifie. Rumine hésite, ne sachant pas quoi dire, tandis que la duchesse lui crie de ne rien faire d'inutile. Elle ordonne à Calix d'arrêter de menacer son fils aîné, mais d'autres nobles interviennent, lui reprochant d'avoir comploté pour tuer Calixte en premier lieu. Pendant ce temps, Grumbine semble perdu, incapable de comprendre comment tout est devenu si terriblement incontrôlable. Calix, fatigué du chaos, appelle Russell et lui ordonne de les arrêter tous les deux. Les chevaliers dans le coin s'avancent et entourent la duchesse. Elle leur ordonne de s'arrêter, se demandant s'ils savent qui elle est. Mais de côté, Grumbine ne peut que regarder sa mère bâillonnée. Il serre les poings. Kelek se tourne vers lui et lui demande s'il assumera la responsabilité du crime de tentative de l'empoisonner. Malgré sa peur, Grumbine, faisant preuve d'un courage inattendu, l'admet. Kelek avait prévu cela, après tout, c'était le seul mouvement qui restait à Grumbine. Impressionné par les calculs du garçon, Calix déclare que puisqu'il a avoué avant que les preuves ne soient pleinement révélées, le nom de la famille restera intact. Cependant, dans le cadre de sa sentence, Grumbine doit sceller son mana de façon permanente pour prouver qu'il ne causera plus de dégâts. Grumbine ne s'attendait pas à cela. Dans ce royaume, la société est divisée en classes, nobles, chevaliers, roturiers et esclaves. La seule façon de devenir chevalier est d'utiliser le mana pour renforcer son corps. Sceller son mana s'apparente à une condamnation à mort sociale pour un noble. Grumbine se tourne désespérément vers sa mère qui est allongée sur le sol ne sachant pas ce qu'il va faire. S'il refuse de sceller son mana, sa mère sera exposée et pendue, un sort qu'il ne peut accepter. La duchesse, incapable de parler à travers son bâillon, secoue violemment la tête, sachant que ce châtiment est pire que la mort pour un noble. Prenant une profonde inspiration, Grumbine se lève et accepte les conditions. Russell lui assure que ce sera fait. Il tend à Grumbine un parchemin. Grumbine le mord, pressant sa main contre sa poitrine. Un cercle doré se forme sur son ventre alors que le mana commence à s'accumuler et disparaît lentement. La duchesse se lève sur le sol, désespérée qu'il s'arrête, sachant que même un grand maître ne pourrait pas annuler cela. Grumbine arrache le parchemin de sa poitrine pendant que Calix regarde en silence. Le mana continue de diminuer jusqu'à disparaître complètement.
Tout le monde dans la pièce réalise que son mana a été scellé. La duchesse, sanglotant de manière incontrôlable, semble vaincue tandis que Grumbian semble contente. Au moins, il a réussi à sauver sa mère. Mais elle reste allongée sur le sol, déplorant que tout soit fini, déçue par la marine et l'innocence de son fils, bien qu'il soit son enfant biologique. Grumbian se tourne vers sa mère, essayant de la réconforter, lui disant qu'il a toujours rêvé de devenir artiste. Mais la duchesse, mordant son bâillon, crie le nom de Kallax avec fureur. Se libérant de ses contraintes, elle maudit Kallax et jure de ruiner sa famille pendant des générations. Kallax, calme et posée, sait qu'elle est désormais impuissante. Sa force ne sera probablement pas supérieure à celle de Layla. Ramba s'agenouille près de sa mère et lui demande gentiment si elle va bien. Calix cependant ressent un sentiment de culpabilité d'avoir ruiné l'avenir de quelqu'un d'aussi jeune, mais il se rappelle que ce n'est qu'un jeu. Il n'y a pas de place pour la sympathie. Russell, l'observant, semble confus alors que Calixte se vole pour la prochaine étape. Maintenant qu'ils sont arrivés jusqu'ici, il n'y a plus de retour en arrière. Calix ordonne à Russell de poursuivre les affaires restantes. Il est annoncé que Lady Stella et le prince Brombine seront confinés dans une annexe interdite à tout contact extérieur. La mère et le fils sont escortés par la porte, laissant Calix les regarder attentivement. Et il s'adresse alors au trésorier, l'accusant d'avoir divulgué des documents vitaux. En conséquence, le trésorier est démis de ses fonctions, emprisonné et mis en examen. Le vieux trésorier tente de s'excuser, affirmant que sa situation est différente. Il insulte l'un des soldats, qui n'apprécie pas cela et lui donne un solide coup de poing dans le ventre. Sur ce, l'homme chauve est entraîné qu'Alex se sent un peu gêné de provoquer tout ce chaos, mais au moins les choses semblent jouer en sa faveur. Les autres personnes présentes dans la pièce tremblent de peur, terrifiées à l'idée d'être ensuite punies. En observant Calixte, ils commencent à réaliser quelque chose. Le soutien de Russell signifie que tous les chevaliers sont alignés sur ce prince. D'une certaine manière, le conflit successoral est déjà terminé. La loyauté de Russell envers Calixte est un avertissement direct pour toutes les personnes présentes dans la pièce. Calixte appelle le chef de la sécurité qui s'approche nerveusement. Russell intervient et déclare que l'homme est suspendu de toutes ses fonctions. Le chef de la sécurité n'a d'autre choix que d'accepter, tandis que les autres personnes présentes dans la pièce deviennent encore plus anxieuses, craignant d'être les prochaines. Soudain, un homme assis dans un coin s'excuse. Il reconnaît avoir failli à ses fonctions et demande à être licencié. Calix cependant sait que cet homme Garrett est l'un des alliés de confiance de Russell. Russell nie immédiatement la démission, affirmant fermement qu'elle ne sera pas acceptée. Ceux qui veulent travailler n'y parviennent pas et ceux qui ne veulent pas y seront obligés. Remarque Russell sarcastiquement. La salle prépare une liste de tous les responsables impliqués dans l'incident. Garrett est chargé de superviser leur élimination. Pendant que cela se déroule, Kallax se dirige vers Garrett. Il l'informe que seules 4 personnes du ministère des Finances seront exemptées d'enquête. Clearly, they'll need a lot of new personnel. Garrett conseille de faire preuve de clémence envers ceux qui commettent des infractions mineures, avertissant que la destitution d'un trop grand nombre de fonctionnaires à la fois pourrait perturber les opérations. Calix rétorque, se demandant si éviter les enquêtes au profit des opérations est vraiment une bonne idée. Il affirme qu'accorder le pardon ne sera pas considéré comme de la clémence. Cela sera perçu comme une faiblesse. Garrett insiste sur le fait que de nombreux responsables étaient simplement alignés du mauvais côté, mais Calix l'interrompt en déclarant que sa décision a déjà été prise. Voyant que le prince ne bouge pas, Garrett concède. Ils ne peuvent s'empêcher de se demander comment ce garçon autrefois faible est devenu si résolu. La salle est consciente de la force de Russell et de l'intellect de Garrett. Désormais, tous deux se tiennent aux côtés de Kallax, consolidant sa position. Notre garçon sourit, sachant que le comté est presque à sa portée. Soudain, une lumière bleue clignote. Il ouvre le système et déclare qu'il est temps d'utiliser davantage ses talents. Lorsque l'interface du système apparaît, il commence à analyser toutes les personnes présentes dans la pièce. La lueur dans ses yeux et son sourire en coin donnant l'air d'un fou. Kallax identifie toute personne ayant des liens avec des factions opposées ou des loyautés ambiguës. Ces individus sont marqués pour être expulsés. Même les plus inutiles n'échapperont pas à son examen. Seuls ceux qui survivront à son test de fidélité resteront dans ses projets futurs. Comme le reste des nobles, je me demande pourquoi ce gamin a un sourire si effrayant. Certains des autres tremblent en sachant que si Kallax les déteste, ils sont condamnés. Désespérés, ils se précipitent, le comblant d'éloges, le traitant de leader incroyable et le suppliant de lui parler. Kallax leur dit de se calmer, affirmant qu'ils ont suffisamment de temps libre pour discuter de choses plus tard. Russell regarde de côté jusqu'à ne pas savoir comment les choses se sont déroulées ainsi. Le temps passe et nous retournons au château. Après une journée remplie de manœuvres politiques, Calix s'effondre sur son lit. Il est épuisé. Il réfléchit à sa vie passée où il était moyen en termes d'études, d'apparence et à peu près tout le reste. Rien dans sa vie n'était terrible, mais rien n'était particulièrement génial non plus. Tout a commencé à changer lorsqu'il a découvert les héros du destin. Il se demandait si accomplir quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire le rendrait enfin spécial. Il se souvient du moment où il a terminé le jeu et du message le déclarant le premier humain à acquérir la semence des dieux. À ce moment, il s'essuya les yeux et souhaita renaître sur le continent d'Hélène. C'était la seule façon pour lui de continuer à se sentir extraordinaire. Maintenant, assis sur son lit, il se souvient de ce souhait et du récit du jeu sur la naissance d'une âme insignifiante. L'histoire disait qu'il lui faudrait survivre à des temps turbulents et devenir un héros pour monter sur le trône. Il réalise soudain ce qui s'est passé. Lorsqu'il a terminé le jeu, son souhait a été exaucé. Mais peut-être que la divinité a mal compris ce qu'elle voulait vraiment.
Pourtant, cela n'a plus d'importance maintenant, il n'y a pas de retour en arrière. Kallax se demande si terminer ce jeu une fois de plus lui permettra d'exaucer un autre souhait. Il repoussa le sommeil et s'inclina pour conquérir à nouveau ce monde. Le lendemain matin, il se réveille reposé et prêt pour une nouvelle journée. Il se demande par où commencer. Il se souvient parfaitement de certains territoires du jeu mais n'a aucune idée de ce qu'est réellement Shekin dans ce monde. Kallax décide qu'il doit vérifier la carte pour savoir exactement où se trouve Shekan. Le système lui fournit même une carte détaillée. Quelle beauté! Un message apparaît, l'informant qu'il a déjà conquis tout le continent d'Hélène. Depuis qu'il a terminé le jeu une fois, il a désormais accès à tous les marqueurs de la carte. Il est ravi, réalisant qu'il s'agit essentiellement d'une carte au trésor montrant l'emplacement des ruines, des donjons et des secrets cachés. C'était l'un des bonus dont personne ne connaissait l'existence car personne d'autre n'avait terminé le jeu. La carte comprend même des informations dont il ignorait lui-même. Avec cette ressource, naviguer dans le monde devient beaucoup plus facile, puis il fait une pause se demandant de quelle année nous sommes. Il vérifie le calendrier impérial et voit que c'est l'année 02 630. Le jeu Heroes of Destiny commence en 02 1994. Cette révélation l'aide à comprendre la situation de Shekin. Il a hérité d'un terrain qui, d'une manière ou d'une autre, disparaîtra dans 5 ans. Il se souvient que Russell avait mentionné l'état désastreux des finances et cela prend désormais tout son sens. Ils sont au bord de l'effondrement. Soudain, une fenêtre de situation financière apparaît devant lui. Kallax jette un coup d'œil aux détails et crie immédiatement que c'est incroyable. Au vu de la situation actuelle, il se demande si la meilleure option est de voler tout l'argent et de fuir, mais il rejette rapidement cette idée réalisant que la terre a bien plus de valeur que la richesse. Cela ne peut être qu'hérité. Sa première étape consiste à examiner tous les dossiers financiers. Il constate que les collectes agricoles ne sont pas significativement inférieures à celles des autres territoires. Les dépenses de défense n'ont pas non plus beaucoup augmenté, le temps passe à mesure qu'il parcourt les documents. Quelques heures plus tard, il jette les papiers sur la table en s'exclamant qu'il est épuisé. Analyser 10 ans de finances territoriales, c'est trop pour lui. Il identifie cependant un problème majeur. La route commerciale avec le désert de Madrosa a été coupée. Apparemment, une autre nation a établi une route commerciale plus lucrative, attirant les marchands. Ce qui le laisse perplexe, c'est comment ils parviennent à financer un projet d'une telle envergure. De plus, les dettes annuelles augmentent plus vite que leurs revenus annuels. Les statistiques à elles seules ne suffisent pas à résoudre ce mystère. Il a besoin de plus d'informations. Frustré, il se frotte la tête jusqu'à ce qu'une idée jaillisse. Il se souvient du vieil homme de la Réunion, le trésorier Guidris, qui a été surpris en train de détourner des fonds. Pour le moment, Guidris est enfermé dans les cachots. La scène passe à Calixte descendant dans les cellules. Un poste de garde à l'entrée demande ce que fait là le prince Calixte. Calixte demande à voir Guidris se pinçant le nez à cause de la puanteur envahissante de l'endroit. Pendant qu'il marche, le garde remarque qu'il n'aurait jamais imaginé que le prince visiterait un tel endroit. Calixte se souvient de ce gardien de réunion, un type qui se soumet facilement au pouvoir. Il appelle le garde qui répond nerveusement. Calixte, sachant que le garde manque d'autorité, demande si les innocents doivent être innocentés. Le garde est d'accord avec enthousiasme, affirmant que le prince a tout à fait raison. Kallax poursuit en suggérant que les criminels qui ne méritent pas la liberté devraient également faire l'objet d'une nouvelle enquête. Le garde salue, affirmant qu'il comprend parfaitement. Bien que Kallax ne comprenne pas vraiment pourquoi cet homme a abandonné sa loyauté antérieure pour travailler avec lui, il décide de l'utiliser pour le moment. Il rappelle au garde de ne pas l'appeler seigneur pour l'instant car il n'a pas officiellement pris le titre. Le garde s'excuse, l'appelant à nouveau prince. Se sentant un peu gêné d'avoir imposé si durement les formalités, Calix ordonne simplement au garde de le conduire à Guidris. Quelques instants plus tard, ils arrivent à la cellule de Guidris. À l'intérieur, Guidris se plaint de la nourriture dégoûtante, déclarant qu'il va bientôt sortir de toute façon. Soudain, Calixte apparaît, demandant comment exactement il compte s'échapper. Quel projet incroyable a-t-il sur sa manche? Guidris se retourne, souriant avec confiance, et dit qu'il attendait le prince. Il prétend que Kallax lui doit une faveur. Confus, Kallax rétorque qu'il ne doit rien à Guidris. La seule chose qu'il veillera, c'est que la corde pour sa suspension soit suffisamment solide pour ne pas se briser. Mais Guidris, loin d'être stupide, affirme que même s'il est peut-être emprisonné maintenant, il est la seule personne à avoir 20 ans d'expérience dans la gestion des finances de Shekan. Si le prince lui rend visite, c'est forcément pour cette raison. Kallax lui rappelle qu'il a perdu sa situation financière, mais Guidris réplique en lui demandant s'il est curieux de connaître la dette massive de Ruta Shekan. La colère de Kallax éclate alors que le trésorier suffisant semble inconscient de sa situation. Pendant ce temps, Guidris sourit avec arrogance. Soudain, Kallax appelle le garde et demande s'il y a un expert en torture sous la main. Le gardien hésite mais confirme qu'ils en ont un. Kallax lui ordonne d'aller chercher l'expert. Lorsque le garde hésite à nouveau, Kallax crie, demandant s'il a l'air de plaisanter. Terrifié, le garde se précipite pour obéir, laissant un nuage de poussière derrière lui. Furieux, Kallax décide que Guidras doit comprendre comment les choses se déroulent sur ce territoire. Guidras se rend vite compte que si un expert en torture s'en mêle, il aura de sérieux ennuis. Kallax remarque que quelqu'un comme Guidras n'a probablement pas beaucoup de tolérance à la douleur. Kallax sourit et souhaite bonne chance à Guidris. Si votre résilience m'impressionne, dit-il, je vous laisserai peut-être traîner lentement au lieu de tout d'un coup. Guidris est interloqué, son kit est bien plus sérieux que prévu, il commence immédiatement à implorer grâce, plaidant qu'il dispose d'informations précieuses qui pourraient apporter de grands profits au territoire.
Calix, peu impressionné, lui dit de commencer à parler. Ghidras commence à expliquer comment les dettes de Shekan sont nées. Toutes les dettes importantes de ce territoire sont liées à un commerçant nommé Gérard Mercès, dit Ghidras. Apparemment, Gérard gère un coffre-fort secret pour la famille Oshurun. Les Oshiran utilisent Gérard pour éviter de payer des impôts royaux sur les opérations minières. Mais Calix l'interrompt et demande pourquoi ne pas simplement dénoncer Gérard à la famille royale et lui faire porter la dette. Ou peut-être vendre les droits de créance avant de l'arrêter. Ghidris semble abasourdi, visiblement impressionné par cette suggestion. C'est un plan incroyable, balbutie-t-il, auquel je n'avais pas pensé. Avant que Ghidris puisse élaborer, le garde revient soudainement, annonçant qu'il a amené le meilleur expert en torture du territoire. Calix s'illumine d'excitation, tandis que Ghidras commence à implorer plus désespérément grâce. « Je sais où se trouve le coffre-fort secret de Gérard », lâche-t-il. Cela attire un instant l'attention de Calix, mais avant qu'il puisse réagir, le bourreau pousse Ghidras au sol en lui disant de se taire. Ghidris continue d'insister, criant qu'il dit la vérité. Il travaille à Shekan depuis si longtemps qu'il est le seul à connaître l'emplacement du coffre-fort. Kallax marche sur le visage de Ghidris avec sa botte, lui ordonnant de parler. Où se trouve exactement ce coffre-fort secret ? Ghidris hésite, essayant clairement de gagner du temps. Kallax grogne, commence à parler. Le tortionnaire se fait craquer les jointures, affirmant que se casser les doigts un à un est toujours un bon début. Paniqué, Ghidras admet qu'il a déjà tenté de voler le coffre-fort mais qu'il a échoué. Kallax en déduit immédiatement que Ghidras n'a pas agi seul. Le vieil homme le confirme en expliquant qu'il a payé des bandits en lingots d'or pour l'aider. « Combien as-tu payé ?» demande Kallax. « Pour 3 ?»« 300 » Kallax l'interrompt, incrédule. « Non, 3000 » Ghidras termine faiblement. En entendant cela, Kallax éclate de rire, le son résonnant de façon inquiétante dans tout le donjon. Le gardien à l'extérieur de la cellule déglutit nerveusement. Il sait que quand le prince réagit de cette façon, ce n'est jamais bon. Kallax se reprend, la voix glaciale. 3000 pièces d'or. C'est le revenu annuel de ce territoire. Où as-tu trouvé ce genre d'argent? Il accuse Ghidris d'avoir détourné des fonds du trésor de Shekan. Ghidris baisse la tête jusqu'au sol, avouant qu'il n'avait pas le choix. L'opportunité était trop tentante, dit-il. Sans cette orbe de cristal magique maudit, j'aurais réussi. Calix plisse les yeux. Qu'est-ce que c'est qu'un orbe de cristal magique? Ghidris explique que l'orbe a été utilisé pour accéder au coffre-fort. Il ajoute que la duplication de l'orbe lui a coûté 2500 pièces d'or. Kallax commence à reconstituer les choses. Vous avez été victime d'une arnaque, dit-il catégoriquement. Les bandits et Gérard Mercès travaillaient probablement ensemble. Ghidras secoue la tête, insistant sur le fait que c'est impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux. Gérard a utilisé l'orbe pour ouvrir la porte du coffre-fort. Kallax ordonne à Ghidras de révéler l'emplacement du coffre-fort. C'est dans les hautes terres de Gorda que dit Ghidras. Kallax ouvre sa carte et même si Ghidras admet qu'il avait les yeux bandés lors de sa tentative, il est convaincu que le coffre-fort se trouve dans cette région. Le prince fait une pause plongé dans ses pensées. Tout le monde autour de lui se demande pourquoi il reste là à ne rien regarder. En se concentrant sur la carte, Calix en déduit une zone potentielle à enquêter. Il se rend compte qu'il a besoin de quelqu'un qui connaît bien les Highlands of Gorda. Se souvenant du commentaire de Leila selon lequel son équipe d'orphelins avait été formée à Gorda, il formule un plan. Appelant le garde, il annonce qu'ils partent. Idriss, désespéré, crie après lui, exigeant de savoir où il va. Mais Kallax part sans répondre tandis que le gardien claque la porte de la cellule. En s'éloignant, Kallax ne peut s'empêcher de penser aux 3000 pièces d'or que Gaïdra a volées et à la façon dont ce garde a probablement empoché sa part. Sa fureur grandit à mesure qu'il y réfléchit davantage. Il s'arrête brusquement et appelle Shu, le garde. Surpris, Shu demande nerveusement ce dont il a besoin. Kallax mentionne avec désinvolture les 3000 pièces d'or volées par Gaïdra, demandant si Shu était au courant. Shu, se sentant ignorant, nie avec véhémence toute connaissance. Kallax sourit et commence à s'éloigner. « J'ai entendu quelque chose d'intéressant de la part de Ghidris pendant que tu étais absent, dit-il d'un ton énigmatique. Je suis une personne généreuse mais il y a des choses que je ne peux tout simplement pas ignorer. » Il laisse Shu en sueur, ne sachant pas si le prince en sait plus qu'il ne le laisse entendre. L'esprit de Kallax déborde de possibilités et il reste extérieurement calme. Pour l'instant, il se trouve face à un dilemme mais il sait que ce n'est que le début. Le garde s'effondre au sol, gémissant que ce foutu cochon, Ghidris, a dû tout révéler pendant son absence. Désespéré, il implore pardon, promettant de ne plus jamais trahir personne. Mais Kallax ne répond pas. Ce n'est que lorsque le garde lève les yeux qu'il se rend compte que le prince est déjà parti. Cependant, le garde ignore cela, déplaçant sa colère vers Ghidras. Déterminé à se venger, il se précipite vers le donjon. Pendant ce temps, Calix se penche nonchalamment derrière un puits, souriant pour lui-même. Soudain, quelqu'un s'approche par derrière, attirant son attention. Il se retourne, lève un sourcil et demande qui est cette personne. Par leur tenue vestimentaire, il les identifie comme un chevalier de l'ordre du Lion Bleu. Il demande ce que le chevalier fait ici. Le chevalier se présente solennellement comme Crotte, expliquant que l'ordre Cell l'a chargé d'accompagner le prince. Kallax le reconnaît et active immédiatement son système pour analyser les statistiques de Crotte. À sa grande surprise, Crotte a 26 ans, chevalier senior niveau 52 et classé au rang S, guerrier remarquable. Kallax est impressionné, se demandant pourquoi quelqu'un de ce calibre ne faisait pas partie de Heroes of Destiny.
Le nom Kraut Salam ne vous dit rien, ce qui amène Kallax à soupçonner qu'il a dû mourir au début de la chronologie du jeu. Avec un score potentiel supérieur à 700, Kraut aurait facilement pu figurer parmi les 100 individus les plus forts du continent. Son rang militaire combiné à sa puissance brute en fait un formidable atout. Kallax pense que Kraut pourrait même être lié au tristement célèbre messager de la mort, un personnage du jeu qui massacra ses ennemis sans pitié, sans jamais révéler son visage. Mais l'attitude joyeuse et le physique musclé de Kraut ne correspondent pas à la silhouette mince et sinistre décrite dans le jeu. Décidant de ne pas s'y attarder davantage, Kallax reconnaît qu'avoir quelqu'un comme Kraut dans les parages est bénéfique quel que soit son passé. Kraut appelle le prince le tyran de ses pensées et commande qu'il devait rêver puisqu'il marmonnait le nom de Kraut à plusieurs reprises. Avant que Kallax ne puisse répondre, Kraut l'informe qu'un marchand nommé Gérard Mercès a demandé une audience. En entendant cela, les yeux de Kallax se plissent. Gérard Mercès, le nom même de Guidris, l'avait mentionné plus tôt. L'homme à qui elle évoquait une dette écrasante est le seul à avoir accès au mystérieux coffre-fort secret. Maintenant, les choses deviennent intéressantes. Kallax avance à grands pas faisant signe à Kraut de le suivre. Alors qu'il parcourt les couloirs, Kallax observe l'attitude légèrement maladroite de Kraut et conclut qu'il lui est impossible d'être le messager de la mort. Peu de temps après, ils arrivent dans la salle de réunion. Kallax entre, accueilli par Gérard qui pose une main sur sa poitrine et se présente comme le chef d'une petite société commerciale. Kallax répond poliment, faisant remarquer qu'il a entendu parler de la réputation très respectée de Gérard dans les affaires. Les commerçants talentueux comme vous sont toujours les bienvenus, ajoute-t-il. Gérard s'incline profondément, remerciant le prince pour ses aimables paroles. Calixte va droit au but et demande pourquoi un commerçant prospère comme Gérard chercherait à rencontrer quelqu'un comme lui. Je n'occupe actuellement aucune position officielle d'autorité, souligne Calixte. S'il s'agit d'affaires, je n'ai aucune compétence sur les questions territoriales. Gérard rit maladroitement, admettant que même s'il est vrai que Shekan est actuellement géré par le Contre-Sel, l'avenir du territoire appartient à Kallax. Personne à Shekan ne s'oppose à vos décisions, prince Kallax, dit Gérard avec assurance. Kallax, gardant son humilité, rétorque: ne me surestime pas, je ne suis qu'un cheveu sur deux, rien de plus. Kraut rit, soulignant que Kallax est beaucoup trop modeste. Tout le monde sait que la succession est déjà décidée, même si elle n'a pas été formellement annoncée. Gérard hoche la tête, admettant que de telles rumeurs correspondant à ce qu'il a entendu. Le commerçant s'excuse si ses propos étaient présomptueux. Kallax note que Gérard est indéniablement un homme d'affaires compétent. Après tout, une personne n'ayant pas accès à des informations vitales ne survivrait pas dans ce métier. Cependant, Gérard reste perplexe. Le prince devant lui ne correspond pas aux rumeurs d'un garçon naïf et insensé. La personne qu'il voit est intelligente, calculatrice et bien plus mature que prévu. Néanmoins, Gérard complimente l'apparence saisissante de Kallax, admettant que les rumeurs sur sa beauté n'étaient pas exagérées. Le Shing Gérard remarque que Kallax est exactement son type. Sentant une intention sinistre derrière les paroles de Gérard, Calixte raffermit brusquement sa voix. « Je n'aime pas perdre du temps », déclare-t-il. Si vous n'arrivez pas au but, je m'en vais. Gérard s'excuse immédiatement, réalisant qu'il ne peut pas se permettre de perdre cette réunion. Bien qu'il soit captivé par le charme du prince, sa priorité est d'établir une relation de travail avec lui. De nouveau assis, Kallax observe Gérard attentivement et lui ordonne de parler directement. Gérard explique qu'il veut soutenir le prince, mais sa principale raison d'être ici est la dette massive laissée par le décompte précédent. Alimentant l'ignorance, Kallax affirme qu'il n'a jamais entendu parler d'une telle dette. Celui qui gère les finances est en prison pour ses crimes, ajoute-t-il nonchalamment. Kraut, qui se tient à proximité, grince des dents devant le curage de nez désinvolte de Kallax, trouvant cela totalement déplaisant. Imperturbable, Gérard sourit, ayant anticipé cette réponse. Il sait que Calixte est loin d'être désemparé et cette conversation ne fait que commencer. Gérard commence à expliquer avec un sourire narquois. Tout a commencé il y a à peine 5 ans, donc il est impossible que vous ne le sachiez pas. Il rayonne pensant que c'est le moment qu'il attendait. Il imagine le désespoir sur le visage de cet adorable petit prince, la peur face à une dette monumentale. Gérard a hâte de voir Calixte fondre en larmes, le visage se tordant d'impuissance. Il poursuit selon les termes du contrat de 3 ans, le paiement peut être exigé à tout moment. C'est malheureux, mais je dois vous informer que dans 2 semaines, il faudra payer 60 000 pièces d'or. Kraut se fiche devant le numéro, visiblement choqué, tandis que Calixte reste calme, l'expression illisible. Gérard suppose que le prince fait semblant de rester calme, trouvant sa tentative de stoïcisme absolument délicieuse. Il rivalise en vue, poursuivant son monologue intérieur, arrêtant de flirter avec mon protagoniste Gérard. Où sont les waifus? Kallax, cependant, ne dit rien. Kraut prend enfin la parole, demandant nerveusement à Gérard d'envisager de reporter la date de paiement, mais Gérard écarte rapidement l'idée. Le silence s'installe entre eux. En le brisant, Gérard dit avec une pitié feinte: c'est vraiment malheureux, mais le territoire de Shekan est en déclin rapide. Nous avons fait preuve de bonne volonté en attendant la reprise pendant plus d'1 an, mais rien n'a changé. Maintenant que le prince Calixte prend les commandes, il va devoir rendre cette courtoisie. Calixte reconnaît la façade de générosité de Gérard, notant avec quelle habileté il masque son extorsion derrière la politesse. Le prince se lève et remarque nonchalamment: vous ne le savez peut-être pas, mais le revenu annuel de Shekan dépasse les 6 000 pièces d'or. Trouver quelqu'un prêt à prêter 60 000 pièces d'or ne sera pas un problème. La confusion de Kraut s'approfondit, incapable de croire à une telle affirmation. Gérard se lève, feignant la joie. C'est une excellente nouvelle.
Il semble qu'il n'y ait alors aucune raison de s'inquiéter. Mais à l'intérieur, Gérard sait combien il est difficile d'assurer des connexions pour une telle somme. Il annonce qu'il reviendra bientôt pour récupérer le paiement et part, convaincu que ce territoire tombera bientôt entre ses mains. Alors qu'il se penche vers Bao, les pensées de Gérard deviennent sinistres. Bientôt, ce noble gosse choyé rampera à mes pieds. Peut-être que je le vendrai au marché aux esclaves, mais pas avant d'avoir profité de mon prix. Il part, remerciant Kallax et lui souhaitant bonne chance. Kallax le regarde partir imperturbable, tandis que Crotte reste là, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Crotte laisse échapper 60 000 pièces d'or. Comment peux-tu rester si calme à propos de ça? Kallax, qui planifie déjà son prochain mouvement, connaît le coffre-fort secret et Gorna détient la réponse. La carte avait déjà indiqué les ruines et les trésors de la région. Le défi consiste désormais à naviguer sur le dangereux continent d'Elin. Les hautes terres de Gorda sont particulièrement périlleuses et abritent des créatures intelligentes comme les Risgat. C'est une région que l'on évite à tout prix. À l'extérieur du château, Crotte demande à Calix ce qu'il compte faire ensuite. Calix sourit en sachant qu'il est temps de trouver quelqu'un qui connaît bien Gorda, quelqu'un comme Leila. La scène se déplace vers un garde stationné à l'extérieur d'une zone d'attente. Il repère Calix et le salue nerveusement. Le prince complimente le travail du gardien et demande à voir le prisonnier. Crotte décide d'aller de l'avant pendant que Kallax s'occupe de cela. Lorsque la porte s'ouvre, Kallax est surpris par l'organisation de la pièce. Nettoyez un peu, remarque quelqu'un. Ce n'est autre que Leila, imposante avec confiance comme toujours. Enfin, elle est de retour après toutes les rencontres bizarres avec Gérard. Kallax complimente son apparence, disant qu'elle est superbe. Avec un sourire narquois, elle répond avec arrogance. Bien sûr que moi, comme vous pouvez le voir. Crotte l'avertit de surveiller son ton lorsqu'elle parle au prince, mais Leila et Kallax échangent simplement des regards complices. Elle évoque le poison qu'il lui a donné, disant que c'était celui de la marionnette de Cétus, n'est-ce pas? Tu m'as trompé. Kallax est impressionné, admettant qu'elle l'a compris plus vite que prévu. Assise à table, elle demande pourquoi il est là. « Tu veux dire moi pour quelque chose ?» « Je peux déjà vous le dire. » Elle se penche de manière séduisante, disant que je ne suis plus tes ordres. Mais si nous partageons ensemble un moment très intime, je pourrais y réfléchir. Lui dit aussitôt de tenir sa langue insolente. Kallax, imperturbable, se lance dans le vif du sujet. « Je suis ici pour vous donner une chance de survivre. » Intriguée, Leila demande plus de détails. Kallax explique qu'au moment où elle sera libérée, elle sera tuée. Leila semble confuse, ce qui incite Kallax à élaborer. Elle devrait déjà savoir que la famille Shekan est en désaccord avec les Oshiran. C'est évident, répond Leila. Vous avez forcé les seuls cheveux des Oshiran à sceller son mana. Kallax hoche la tête, déclarant qu'elle a joué un rôle déterminant dans ce succès et qu'elle devrait comprendre le danger auquel elle est confrontée. Finalement, ça clique pour elle. Les Oshiran voudront ma mort à cause de mon témoignage, n'est-ce pas? Exactement. Kallax confirme, restaurer le mana de Rumbine est impossible et sans cela les Oshuran n'ont aucune chance de conquérir Shekan. Aucun noble ne permet à quelqu'un qui a fait dérailler ses plans de vivre, surtout quelqu'un comme vous. Leila, qui a travaillé pour des nobles pendant des années, avait vu beaucoup d'entre eux se faire tuer comme des chiens, mais elle n'aurait jamais pensé que cela lui arriverait. Soudain, elle se jette sur la table et attrape Kallax. Kallax se tend immédiatement prêt à intervenir. Leila bondit vers le prince en criant mourir. Kallax, pris au dépourvu, semble véritablement alarmé. Crotte cependant ne laissera rien arriver à son protégé, qu'à ce moment-là il vient lui piétiner son gros pied et la plaque contre le mur, la traitant de sale assassin et lui demandant comment elle ose défier le jeune seigneur de cette façon. Kallax la remercie mais dit qu'il n'est pas nécessaire d'humilier autant la pauvre fille. Après tout, c'est grâce à elle qu'il a assuré sa position de prochain seigneur. Il lui dit ensuite que normalement ceux qui aident quelqu'un à s'éveiller à la réalité ont tendance à être plus détestés que ceux qui poussent les gens au désespoir. Et la raison en est que c'est plus facile ainsi. Beaucoup de gens croient qu'il est préférable de vivre dans le mensonge, ne serait-ce que pour un instant. Mais il lui sourit et dit que compte tenu de sa motivation à survivre, elle ne ressemble pas à ce genre de personne. Elle dit que non et crie, avertissant qu'elle ne mourrait sous aucun prétexte. Il sourit alors et dit que si c'est le cas, il a un moyen de la rendre utile. Si elle l'aide dans le travail qu'il doit accomplir, elle bénéficiera également d'une protection entre-temps. Et si elle a une famille, tu prendras soin d'elle aussi. Cependant, Leila comprend mal et lui demande si par hasard il menacerait sa famille. Il se lève avec cet air abasourdi sur le visage. Il lui dit de ne pas se méprendre car s'il le voulait, il l'aurait déjà tué. Les assassins comme elle sont partout. La fille sait que c'est vrai. Pour un noble comme lui, elle n'est rien d'autre qu'un outil. Il demande alors pourquoi il la veut et pas quelqu'un d'autre. Il doit y avoir une raison pour laquelle il se donne tant de mal pour la convaincre. Notre homme dit que la première raison est que ce serait trop de travail de trouver quelqu'un d'autre et l'autre est à cause de quelque chose qu'elle lui a dit plus tôt. Il part alors en disant qu'avant d'expliquer pourquoi, il lui donnerait 1 minute. Si elle n'était pas d'accord avec lui dans ce délai, elle serait libre de poursuivre la liberté dont elle rêvait tant. Cependant, Leila sait que cette liberté lui coûtera la vie. Il est sa seule option car en quittant cet endroit, elle sera tuée par l'autre famille.
Elle ne voulait pas être d'accord avec ce mignon petit avorton, mais à cet instant, elle n'avait pas le choix. Et avec beaucoup de détermination, elle dit comprendre. Compte tenu du conflit entre les deux familles, elle gagne davantage en aidant Shikin. Notre garçon sourit et dit qu'elle commence enfin à penser clairement. Cependant, elle met sa main sur sa taille et dit qu'elle ne sera pas une subordonnée. Elle souhaite plutôt être embauchée comme mercenaire ordinaire et elle n'accepterait pas qu'un avorton comme lui donne des ordres. Soudain, Crotte intervient et lui ordonne de commencer à respecter le jeune maître. Elle s'excuse et dit qu'elle plaisante maintenant qu'ils sont dans la même équipe, il n'a pas besoin d'agir comme ça. Ou était-il le genre de personne qui aimait frapper ses alliés? Le pauvre Crotte devient encore plus en colère et les deux recommencent à s'affronter. Soudain, Calex lui pose des questions sur quelque chose qu'elle a évoqué l'autre jour. Le terrain d'entraînement de la famille Osuran situé sur les terres de Golda. Elle se souvient de lui avoir dit cela et demande quel est le rapport entre cette information et quoi que ce soit. Mais Calex l'interrompt et dit à Crotte qu'il a besoin d'une carte de toute la zone entourant ces terrains. Parce que le petit Mac qu'il possède, lui seul peut le voir dans la petite fenêtre. Crotte dit qu'il y a une carte géante dans la zone du conseil militaire. Il pousse notre garçon en lui disant de partir. Cependant, en regardant en arrière, il voit que notre gars se tient juste là, souriant devant. Crotte demande immédiatement si par hasard il ne connaît pas le chemin. Et Calax dit qu'il le sait, mais il préfère que quelqu'un le protège de face. Pendant ce temps, Leila se tient là, l'air médusé, ne comprenant pas leur querelle. Quelque temps plus tard au château, ils arrivent enfin dans la salle de guerre. Our boy is all gleaming as he looks around. Et Crotte dit que tous les plus grands secrets militaires du continent d'Elin s'y trouvent. Notre garçon part à la recherche des terres de Golda. En le trouvant, il demande s'ils connaissent cet endroit. Crotte dit que c'est une zone bien connue, il y a un conflit territorial en cours entre la famille Osurin et le baron de la famille Araban. La raison du conflit réside dans certaines mines de cuivre de haute qualité. Notre garçon demande si le baron Araban est de leur côté et le gars le confirme. Il fait alors une grimace abasourdie voulant savoir à quel point la carte est précise et à jour. Leila dit que cela semble un peu dépassé mais qu'il n'y a pas eu de changement significatif. Mais à ce moment-là, elle comprend pourquoi elle a été amenée là-bas. Notre garçon demande alors si elle peut naviguer simplement en regardant la carte et elle répond bien sûr. Elle a passé toute son enfance à jouer dans cette région mais elle veut savoir pourquoi il s'intéresse autant aux terres de Golda. Il explique qu'il a l'intention d'explorer quelques ruines antiques. Elle a l'air un peu confuse et dit qu'il n'y a rien de tel à cet endroit. Calax a l'air pensive et demande si par hasard des adultes ne lui ont pas parlé d'endroits où elle ne devrait pas aller. Elle fait une pause puis dit qu'elle se souvient de quelque chose comme ça. Calax demande alors quand la famille Oshiran a commencé à y entraîner des troupes. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi il lui demande, mais comme elle est du 6e rang, au moins 15 ans se sont écoulés. Il demande quand le conflit territorial a commencé. Crotte répond que cela a également commencé il y a 15 ans. À cela, Leila lui donne soudainement un coup de coude, lui demandant s'il comprend où le garçon veut en venir. Il répond que non et elle se sent dévastée d'avoir un idiot à ses côtés. Une fois de plus, ils commencent à se chamailler jusqu'à ce que Calax les interrompe et leur dise que former une armée coûte beaucoup d'argent. Je n'aurais pas commencé à créer ces troupes de nulle part sans une raison importante. Une fois de plus, la fille idiote demande quel est le but du garçon et Crotte lui dit de se rendre compte rapidement que cela signifie que d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à obtenir beaucoup d'argent. Calax dit que c'est exactement ça. Il y a 15 ans, la famille Oshiran a trouvé une nouvelle source de revenus et a probablement utilisé cet argent pour former ses nouvelles armées. Une fois les troupes prêtes, elles furent envoyées dans de nombreux territoires, exactement comme cela s'est produit avec Leila. Elle dit qu'elle comprend, mais quel serait le lien entre cette source d'argent et les ruines qu'ils recherchent? Calex affirme que les mines d'argent côtoient souvent les mines de cuivre. En outre, certains minerais de cuivre peuvent également contenir des traces d'argent. Crotte demande s'il suggère que la famille Oshiran exploite secrètement de l'argent et ce serait un crime extrêmement grave. Calax dit oui et lui dit d'y réfléchir. La loi de ce lieu stipulait que tout or ou argent trouvé appartenait toujours à la famille royale, quel que soit l'endroit où il se trouvait. Cependant, il serait insensé de croire que tous les nobles seraient aussi justes. Crotte demande quel est le lien avec les ruines et notre garçon dit qu'il sait déjà de quel genre de ruines il s'agit, parfaite pour cacher ce type de secret. Malheureusement, il ne peut pas révéler à Crotte qu'il possède déjà des informations à ce sujet. Leila, qui est en train de devenir vraiment une fille intelligente, demande ce que tout cela a à voir avec lui. Elle pensait qu'il lui était impossible d'attaquer cet endroit car le territoire de Shekan n'avait pas les ressources pour cela. Croc est frustré pensant que même s'il déteste l'entendre, c'est la vérité. Et elle insiste, affirmant que même s'il déclenchait une guerre, dès que la famille royale saurait qu'il s'agit d'argent pur, elle prendrait tout. Calax dit qu'il ne gagnerait rien à transmettre cette information à quelqu'un d'autre. De plus, son territoire est au bord de l'effondrement. Tous deux restèrent là, abasourdis, voulant savoir ce qu'il suggérait alors. C'est alors qu'il dit que comme ils ont obtenu l'argent illégalement, même s'ils volaient tout, les Oshiran n'oseraient pas le signaler à la couronne. Plus tard dans la nuit, ils se sont rassemblés à l'extérieur du château. Russell a dit à notre garçon que c'était de la folie d'emmener quelqu'un d'aussi inexpérimenté que Crotte pour cette mission. Il devrait réfléchir davantage à ce plan car agir dans la précipitation pourrait être dangereux. Calax convient que ce serait plus sûr avec Russell à ses côtés, mais un jeune talent comme Crotte avait aussi besoin de se développer. Le pauvre insensé rougit de la confiance du Seigneur en lui. Calax continue en disant qu'il serait trop risqué pour eux deux de quitter le territoire à un moment comme celui-ci. Russell est surpris puis s'excuse.
Soudain, il se tourne vers Crotte et lui dit qu'il ferait mieux de suivre le jeune maître avec diligence, mais l'imbécile est tout simplement d'accord avec sa langue pendante. Même Russell lui donne une claque sur la tête lui disant de le prendre au sérieux. Quelque temps plus tard, il rassemble tout le monde. Il explique que les blessures du jeune maître sont encore fraîches, mais malgré tout, il a planifié son expédition pour le bien du territoire. Alors tous les soldats feraient mieux de le suivre fidèlement. Kallax sait qu'aucun soldat ne veut suivre quelqu'un d'aussi faible qui a tenté de se suicider. Gagner la fidélité de ces personnes était aussi son travail. Pendant ce temps, Layla observe tranquillement depuis le coin. Quelque temps plus tard, il s'approche d'un puits. Crotte descend et notre garçon le suit juste derrière. En arrivant en bas, il dit qu'en suivant ce tunnel, il pourrait sortir du château. Cependant, c'était plus loin qu'il ne l'avait imaginé. Kallax passe juste par là et leur dit de se dépêcher. Sur ce, l'équipe commence à marcher dans l'obscurité de la grotte. Quelque temps plus tard, Crotte lève les yeux et dit qu'ils sont enfin arrivés. Visiblement, notre garçon est épuisé. Crotte ouvre le couvercle et tend la main pour aider notre garçon à se relever. Soudain, il se retrouve à l'extérieur, ou plutôt à l'intérieur, d'une maison. Crotte explique qu'il s'agit d'un ancien moulin à eau abandonné depuis longtemps. Déjà dehors, notre garçon est impressionné. Il avait déjà préparé plusieurs chevaux de ravitaillement. Kraut l'appelle Seigneur et lui dit de monter à cheval, mais Kallax lui dit d'arrêter d'utiliser ce genre de titre dans cet endroit. Ce serait stupide de l'appeler Seigneur à l'extérieur du château alors qu'il se dirige vers un territoire hostile. Désormais, il ne pourra plus l'appeler que jeune maître. Les gars de l'armée portent des vêtements de paysans, mais il n'est toujours pas sûr que cela suffise à tromper qui que ce soit. Sur ce, il appelle Crotte et lui demande s'il a préparé tout ce qu'il a demandé. Il dit oui mais semble un peu hésitant. Il sort sa cape puante et demande s'il doit vraiment porter quelque chose comme ça. Notre garçon dit que s'il le souhaite, il peut porter une tenue de porteur, mais Kallax devra alors jouer le rôle du nouveau mari principal de Layla. Kallax dit immédiatement qu'il ne laisse pas le jeune seigneur se tenir à côté d'un assassin. Quand il dit cela, tout le monde se tourne vers elle. Kallax se rend compte que cet imbécile parle encore plus qu'il ne le devrait. Il s'en va avec colère en pensant qu'il n'a pas dit un seul mensonge, mais comme Kallax l'a demandé, il lui tend la main et demande si madame veut bien l'accompagner. Mais elle lui dit simplement d'arrêter de l'appeler comme ça et de s'écarter. Kallax remarque que les deux n'ont pas la meilleure relation. D'une manière ou d'une autre, il avait besoin de calmer les membres de son équipe. C'est parce qu'un duo comme celui-ci serait très utile s'il y avait une synergie. Mais s'ils continuaient à se battre, les choses ne feraient qu'empirer. Finalement, l'un d'entre eux mourrait ou quitterait l'équipe. C'est étrange à quel point Heroes of Destiny, qui était censé n'être qu'un simple jeu, semblait si réel à ce moment-là. Il devait aussi d'une manière ou d'une autre aider Layla à faire ses preuves auprès du reste du groupe. Peut-être qu'il avait besoin de faire quelque chose en secret. Sur ce, il dit à Crotte de se dépêcher et de mettre autant de distance entre eux et le château avant l'aube. Crotte appelle tout le monde et les chariots commencent à traverser la forêt. Ils dorment par terre, ils traversent la forêt. Ils s'arrêtent dans une petite boutique, ils traversent une ville, ils franchissent la barrière, ils dorment à nouveau dans la forêt. Un peu plus tard, tout le monde est assis autour du feu de camp. Crotte dit que c'était le dernier village rural qu'il traverserait. Calix ordonne alors à tout le monde de se préparer car le vrai combat commencerait demain. Le matin arrive. Il prévient tout le monde que le véritable travail est sur le point de commencer. Tout le monde est déjà en armure et ils déménagent. Une fois de plus, ils sont en mouvement suivant le chemin. Cependant, l'expression de Crotte change. Il dit à notre garçon que certains éclaireurs sont déjà de retour. Un homme rapporte que dans la forêt juste devant, il y a un groupe de Sasquatches. Crotte demande combien il y en a, l'homme dit 5 et soudain quelqu'un lui tape sur l'épaule. En se retournant, c'est Kallax qui lui demande de le soulever dans l'arbre. Kaman lui fait un sourire particulier, l'attrape par la taille et saute joyeusement. Du haut de l'arbre, Kallax observe le camp du monstre. De loin, il aperçoit l'abri rempli de singes portant des squelettes. Cela ne va clairement pas être facile. Kallax demande alors quel est le plan. Crotte dit qu'ils vont probablement les bombarder de flèches enflammées. Mais notre garçon a l'air effrayé et se demande s'il est fou d'avoir suggéré quelque chose comme ça. Layla est à proximité et écoute tout. Crotte s'excuse mais dit que c'est le moyen le plus sûr de préserver la vie de ses subordonnés. Il ne pouvait pas prendre le risque d'essayer quelque chose de différent. Cependant, Kallax sait que personne au monde n'en sait plus que lui sur ces créatures. Mais pour l'instant, il n'a aucun moyen de convaincre les soldats. Crotte l'attrape et descend de l'arbre disant qu'il va essayer de penser à un plan plus critique. Pendant que Kallax réfléchit à un moyen de convaincre non seulement mais aussi les autres, Layla est là, tranquillement à l'écoute. Elle voit certains des gars revoir le plan qu'ils vont suivre et elle se rend immédiatement compte que leur plan est une connerie. En gros, il s'agit d'essayer de tuer les singes et c'est tout. Kallax sait que s'il fait une suggestion et qu'ils ne la suivent pas correctement, les choses ne feront qu'empirer. Layla l'observe alors qu'il surveille tout le monde, essayant de trouver un moyen de faire ses preuves auprès de ces gens. Alors qu'il se tient près du chariot, Layla apparaît et dit qu'elle veut discuter de quelque chose. Elle prévient que le plan échouera et que tous les membres mourront. Même si Crotte survit, tout le monde n'est pas aussi capable que lui. Kallax dit qu'il le sait déjà, elle veut alors savoir pourquoi il se tait et ne dit rien à personne. Il essaie d'expliquer qu'il ne se tait pas. Il essaie juste de trouver un moyen de convaincre ses subordonnés. Soudain, Layla dit qu'elle a une idée et lui dit d'aller de l'avant. Elle explique que les Sasquatch sont très attachés à leurs petites. Cela signifie que s'ils attaquent les femelles et les enfants, les mâles viendront certainement les protéger. Les représailles du monstre ne commenceront qu'une fois qu'ils seront sûrs à 100% que les enfants sont en sécurité.
Bien sûr, notre garçon le savait déjà et demande quel est le reste du plan. Elle trouve étrange qu'il ne réagisse pas et dit qu'elle a d'abord besoin de savoir quelque chose. Le plan était simplement de passer tranquillement et de ne pas nécessairement tuer les créatures. Il dit oui puisque le but est ailleurs. Elle explique que si tel est le cas, il existe une autre méthode. Pour le moment, les créatures bloquent le chemin parce qu'elles pensent que c'est en sécurité là-bas. Mais s'ils attaquent les femmes et les enfants, la ligne de front sera éloignée. Notre garçon y avait déjà pensé mais il manque juste un détail. Il lui demande qui le fera, qui sera celui qui attaquera seul les créatures et les entraînera toutes. Crie-t-il, avertissant qu'il s'agit essentiellement d'une mission suicide. Mais sortie de nulle part, elle dit qu'elle va le faire et il a l'air un peu confus. Il explique que dès le début, lorsqu'elle l'a suggéré, il avait l'intention d'assumer lui-même le rôle. Il lui demande ensuite si par hasard elle envisage d'utiliser une certaine herbe. Elle a l'air confuse et demande comment il était au courant. Il dit que c'est évident car sinon elle n'accepterait pas une mission suicidaire comme celle-là. Et il dit ensuite que ces derniers temps, il a beaucoup changé de nulle part. Soudain, il se met à tousser en disant que si ça marche, ce n'est pas un mauvais plan. Elle lui fait ensuite un pouce sur la poitrine et lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle y a passé beaucoup de temps lorsqu'elle était enfant, donc il n'y a aucune chance que ça se passe mal. Calix demande alors pourquoi elle va si loin pour l'aider. Elle répond simplement que si la famille Shekan meurt, elle mourra aussi. Notre garçon prévient qu'il lui sera difficile d'être reconnu par les autres et lui demande si cela lui convient. Elle semble être d'accord et il dit alors d'accord, mais avant qu'elle parte, il veut l'aider avec quelque chose. Elle demande quand ce sera le cas et il montre l'horizon, il lui demande ce qu'il y a là-bas et si elle connaît la région, elle dit oui et lui dit de demander n'importe quoi. Elle sait tout de cet endroit. Il désigne ensuite un endroit précis et elle dit que c'est à cet endroit qu'elle est certaine. C'est un camp pour certains gobelins et aussi un terrain de chasse pour les Sasquatch. Notre garçon la remercie en disant que vous pouvez toujours compter sur elle. Il fait cela uniquement pour qu'elle se sente plus utile et plus calme et elle dit simplement qu'elle est heureuse de l'aider. Ils continuent de discuter et Crotte regarde de loin. Les deux avaient une petite conversation avec elle en riant et en rougissant. Le garçon commence à rougir aussi et soudain elle tend la main vers son visage. Mec, cet assassin est là pour tuer encore une fois. Notre garçon est rouge. Lorsqu'il ferme les yeux et les rouvre, il se rend compte qu'elle était en train de lui arracher une feuille de cheveux. Il devient complètement rouge, ne comprenant même pas pourquoi il agit ainsi lui-même. C'est probablement parce qu'il a passé toute sa vie comme un otaku isolé. Puis Crotte apparaît et demande ce qui se passe là-bas. Notre garçon lui dit de se perdre et dit que ce n'est rien. Puis il dit au gars de préparer le matériel de Leila. Il dit également qu'elle sera en mission, donc personne ne devrait poser de questions si elle disparaît. Crotte veut en savoir plus sur la mission car il ne lui fait pas confiance. Mais Calix dit de lui faire confiance, il lui fait confiance et ils sont du même côté. Le chevalier ne veut pas l'accepter mais dit que pour une fois, il comprendra. Leila laisse tomber quelque chose par terre et leur dit de ne pas s'inquiéter car elle possède déjà son propre matériel. Tout le monde la regarde un peu gêné. Mec, cet assassin est vraiment dangereux, qu'est-ce qui lui arrive de se promener comme ça ? Calax est pratiquement en train d'exploser tandis que Crotte demande ce que c'est. Elle enfile ses gants et ses bottes. Admettons-le, il manque juste un peu d'armure à la partie inférieure autour des fessiers. Elle prend alors quelque chose dans sa main et commence à l'étaler sur son visage. Apparemment, elle voulait distraire les Sasquatch. Évidemment, ça pue comme l'enfer et Crotte se pince le nez. Pendant ce temps, Leila ne se soucie pas du tout de sa tenue avec les gens qui la regardent à cause de l'odeur. Ce qui lui importe, c'est de mener à bien cette mission. Ses inquiétudes étaient inutiles. Calax demande alors au prince s'ils peuvent lancer le plan et il dit qu'elle devrait emmener quelques soldats avec elle. Mais elle est certaine qu'ils n'écouteraient pas ses ordres, alors il vaut mieux ne pas le faire. Il répond que si c'est le cas, alors elle est libre. Sur ce, elle saute gracieusement de branche en branche, Kraut se retourne et dit qu'ils doivent eux aussi avancer. L'armée avance à travers la forêt et Kraut déclare qu'elle en finira d'un seul coup. Tout le monde est prêt mais Calax ne se sent toujours pas en sécurité face à ce combat. L'un des Sasquatch remarque quelque chose et lorsqu'il se retourne, Crotte se précipite vers lui. Il parvient à décrocher la première coupe mais elle est trop superficielle. Calax se demande pourquoi il a frappé alors qu'il aurait dû essayer de poignarder et Crotte est rapidement recouvert par l'ombre du Sasquatch qui déchaîne une rafale de coups de poing. Il est jeté au loin et l'imbécile sourit en disant que son combat est bien plus excitant que sur PC. Soudain, le singe commence à se frapper la poitrine et tout le monde semble confus. Une énorme volée d'oiseaux se fait entendre autour et de plus en plus d'entre eux commencent à s'approcher. Calex se rend déjà compte que brûler toute la forêt n'aurait peut-être pas été une si mauvaise idée après tout. Tandis que Crotte fonce avec enthousiasme, appelant la Légion du Lion Bleu, notre garçon leur crie d'attendre et de ne pas le laisser tranquille. À ce moment-là, un gars nommé Albu et un autre nommé Thomas se mettent devant, lui disant de ne pas s'éloigner trop loin. L'armée commence à combattre les singes. Croc se prépare, charge sa lame d'énergie et saute vers eux, déclarant qu'il va en finir maintenant. Avant que le monstre ne puisse réagir, il le frappe et une explosion d'énergie frappe le singe. La forêt entière est envahie par l'explosion. Alors que la fumée commence à se calmer, Croc est déjà épuisé. Mais apparemment, il a réussi à éliminer le premier Sasquatch. Il regarde fièrement en arrière. Pendant ce temps, notre garçon se demande pourquoi cet idiot apprécie autant le combat. Mais il est ensuite surpris lorsqu'un autre Sasquatch est vu en train de frapper l'un des chevaliers. L'épée du chevalier tombe au sol et il court pour la récupérer mais le monstre vient lui piétiner le dos.
À la dernière seconde, le cher Crotte arrive avec un coup de pied dans la gueule de la bête. Il dit au chevalier de prendre son épée et le gars le remercie de l'avoir sauvé. Croc continue de se battre mais se rend compte qu'il sera très difficile de les tuer un par un. C'est parce que, vu la situation des militaires, c'était extrêmement dangereux. Il parvient à trancher un autre bras et la bête géante rugit. Le problème c'est qu'il n'est qu'un seul homme et qu'il commence à s'épuiser. Sans oublier que même les singes les plus âgés étaient plus forts que prévu. Il décide d'essayer d'en immobiliser quelques-uns et se glisse sous une jambe, lui coupant le talon. La bête rugit et une autre descend. Les soldats sont excités voyant qu'ils ont une chance de gagner, mais Crotte sait que quelque chose ne va pas. En regardant autour de la forêt, ils en voient 8 mais il en manque toujours un. C'est alors qu'il entend un bruit à côté de lui. Il y a un géant albino qui charge vers le prince. Et le pire c'est que le monstre s'enfuit et que Kallax n'a aucun moyen de s'échapper. Crotte se précipite mais Albu passe devant disant au prince de rester en retrait. De loin, Crotte déclenche une autre attaque éclair et tout le monde est momentanément aveuglé. Mais alors que la fumée se dissipe, une main en sort. Il frappe Albu à la poitrine, l'envoyant voler et laissant un cratère dans le sol. Kallax est choqué réalisant que cela aurait dû être lui. Thomas se place devant disant au prince de ne pas bouger. Pendant ce temps, le monstre continue d'avancer, Crotte commence à s'épuiser. Il repart pour une nouvelle attaque tandis que Thomas reste aux côtés du prince. Jusqu'à ce que Kallax l'appelle lui disant qu'il doit l'aider à gérer son Sasquatch. Sinon tout le monde mourra, mais Thomas ne voulait pas quitter le prince car c'était trop risqué. Cependant Calixte le prévient que personne ne viendra les sauver, donc s'ils ont une chance de gagner, c'est maintenant. Il attrape le bras du chevalier et dit que si davantage de soldats meurent, ils seront numériquement désavantagés. Thomas le sait, mais en tant que chevalier, il ne peut pas abandonner le prince comme ça, jusqu'à ce que Kallax crie, lui demandant combien de temps il compte défier les ordres. En entendant cela, Thomas se rend compte qu'il n'a pas le choix. En fin de compte, le chevalier doit suivre les ordres du seigneur et il dit qu'il obéira. Kallax le remercie puis s'enfuit. Il suit le cratère jusqu'à se rapprocher d'Albu. Visiblement, le pauvre type est en mauvais état au sol et Kallax est horrifié à cette vue. En une seule attaque, il avait perdu son bras et son armure était complètement écrasée. Il s'approche en disant au gars de ne pas perdre connaissance car il va arrêter le saignement. Il verse une potion dans sa bouche mais il sait que ce n'est pas suffisant. Lorsqu'il enlève l'armure, il voit que l'estomac du gars est un cratère. Les Sasquatch frappent et frappent directement, le laissant avec une hémorragie interne massive. Le problème est que ces potions de bas niveau ne suffisent pas, ils ont besoin d'un guérisseur le plus rapidement possible. Il attrape l'épée du gars et lui dit de rester éveillé. Il reviendra le plus vite possible et veillera à sa survie. Peu de temps après, dans une autre partie de la forêt, il se cache derrière un arbre et observe les Sasquatch. C'était la région de chasse aux gobelins dont Leila avait parlé. Mais rien qu'en les regardant, il est terrifié de voir les bêtes se cogner la poitrine. Les monstres étaient bien plus forts et dégoûtants qu'il ne l'avait imaginé. Il frappe l'arbre pensant qu'il pourrait vraiment mourir ici. Il a peur même s'il veut faire confiance au plan de Leila et est sûr qu'elle a tendu les pièges. Si tout se passe bien, il ne sera pas blessé, mais ce n'est pas le monde où il est assis derrière un moniteur. Respirant lourdement, il se souvient d'Albu allongé là. Il se dit que tout va bien, qu'il ne mourra pas. Et il se vole en disant qu'il va faire ça, puis sort de derrière l'arbre. Il appelle les Sasquatch, criant qu'aujourd'hui c'est leur jour de mourir. Le singe le charge, mais soudain, il tire un levier et plusieurs lances frappent par derrière. Il transperce les côtes de la bête qui tombe immédiatement au sol, mais dès que le premier tomba, un autre monstre le remarqua et courut vers lui. Kallax esquive de justesse l'attaque et parvient à actionner un autre levier. Cette fois, une corde descend, projetant la bête géante au sol. C'était des vignes araignées extrêmement pointues. De plus, il avait demandé à Leila d'enduire les pointes de venin de sirène, un anesthésique incroyablement puissant. Voyant à quel point le singe est faible maintenant, il pense que cela a fonctionné. Il s'approche, saisit l'épée et la frappe en plein milieu de la tête. La sensation de la lame perçant le crâne était tellement différente de celle du jeu. Lorsqu'il retire l'épée, il se douche de ketchup, tout cela était dégoûtant. Il n'aurait jamais imaginé qu'il devrait aller aussi loin, mais là il prenait la vie des créatures. Et il se dirige ensuite vers les autres bêtes et frappe à nouveau en disant qu'elles sont détestables. Mais pendant qu'il fait son petit monologue, un gobelin le regarde d'en haut. Le monstre se faufile sur lui par derrière et il n'a pas le temps de réagir. Le sang jaillit et lorsqu'il se retourne, quelqu'un a sauté devant lui. Il tombe au sol alors que le gobelin s'approche. Lorsqu'il regarde sur le côté, c'est Albu qui l'a encore une fois sauvé. Mec, ce type n'est vraiment pas en forme. Caldex est consumé par la rage et charge le gobelin. Il essaie de trancher mais la petite créature verte esquive et il rate l'attaque. Le monstre l'évite et manque presque de l'affronter. Il l'évite de justesse mais sa chemise est déchirée. Il se rend compte qu'il n'a survécu que parce que les bras de la créature sont courts. Avec un autre coup d'épée, sa main tremble à cause de la faiblesse de son corps. Il essaye de se calmer, au moins il a 2 fois la portée de la créature. Tant qu'il ne se laisse pas approcher, il a une chance de gagner. Soudain, le gobelin se jette à nouveau sur lui. Cette fois, il balance l'épée et lui effleure l'oreille. Il est sur le point de se faire poignarder lorsqu'il parvient à esquiver sur le côté. Il se rend compte qu'il a failli perdre un bras. Avant qu'il ne puisse récupérer, le monstre s'attaque déjà à lui, une autre entaille et une autre entaille à l'oreille. Encore une fois, le gobelin s'en prend à son épaule, mais cette fois, il lui donne un coup de pied. Au moment où la créature est désarmée, il lui crie de mourir et lui enfonce la lame dans la poitrine.
Il est épuisé alors que les jambes de la créature deviennent molles. Il laisse tomber l'épée et s'effondre à genoux devant le monstre. Voyant ce qu'il a fait de ses propres mains, il se met à vomir. C'était complètement différent du jeu et il pensait sincèrement qu'il allait mourir. Soudain, le général du système apparaît, le félicitant. Il avait vaincu un monstre bien plus fort que lui et recevrait des récompenses supplémentaires. De plus, il a également vaincu un monstre de classe F. Avec ça, son niveau passe de 8 à 11. Soudain, quelqu'un l'appelle et quand il regarde de côté, c'est Crotte qui lui demande s'il va bien. Mais il remarque rapidement les Sasquatch morts et le gobelin empalé. Crotte tourne autour de lui voulant savoir s'il n'a vraiment pas été blessé. C'est à ce moment-là que Kallax demande comment va le reste du groupe. Crotte répond qu'après avoir tué 2 Sasquatch, les autres se sont enfuis par manque de chance, mais Kallax sait que ce n'était pas de la chance, c'était le plan de Lael. C'est alors qu'il se souvient de quelque chose et demande où se trouve le soldat qui était avec lui. Crotte demande s'il parle d'Albu et notre garçon dit oui. Il montre ensuite le côté et dit qu'il se tient juste là. Kallax savait qu'il était impossible que personne ne meure pendant la mission. Mais voyant le corps d'Albu, il s'excuse, il s'en veut, affirmant qu'il aurait dû être plus prudent. Crotte reste là à observer. Puis il dit que ce n'était pas la faute de Kallax. De plus, Albu était mort honorablement sur le champ de bataille, mais Kallax lui dit d'arrêter d'être ridicule. La mort n'était que la mort, il n'y avait rien d'honorable là-dedans. Crotte sait que c'est la première fois que le garçon perd son subordonné et comprend ce qu'il ressent. Mais peu de temps après, 4 corps sont amenés devant lui, Kallax se fige et demande ce qui s'est finalement passé. Crotte dit que 3 sont morts et 1 a été blessé, ce qui est un bon résultat compte tenu des circonstances. Mais Kallax ne peut que penser que tout cela est de sa faute. Il aurait dû forcer les connaissances qu'il possède sur ce monde sans craindre d'être exposé. De plus, il n'a survécu que grâce au piège de Layla et parce qu'Albu est intervenu pour le défendre. Il serre les poings et se met à crier sous le regard de tous les soldats. Il demande ensuite ce qu'ont fait des corps sur le champ de bataille. Crotte explique que si le corps n'est pas en trop mauvais état, ils peuvent le reprendre. Kallax dit simplement de le faire, quel que soit l'état dans lequel il se trouve. Alors que Crotte se retourne pour donner l'ordre, il remarque que tout le monde pleure. Les soldats étaient émus car dans ce monde, il n'était pas courant qu'un noble se soucie de ses serviteurs. Voyant son comportement, ils ont juré de protéger sa vie à tout prix. Crotte remarqua que les expressions de chacun avaient changé, au moins le garçon avait conquis un peu leur cœur. Quelque temps plus tard, Crotte s'approche de notre garçon. Il dit qu'ils sont prêts à partir et qu'ils attendent juste le signal. Kallax remarque qu'ils le regardent différemment. Voyant leur détermination, il savait que ce n'était pas le moment de se sentir coupable. Il devait donner à chacun de l'espoir pour l'avenir. Il a ensuite salué la performance de chacun dans la bataille contre les Sasquatch. Désormais, ils se dirigeraient vers leur destination le plus rapidement possible. Cependant, ils ne négligeraient ni n'abandonneraient quiconque était blessé. Les hommes crient qu'ils comprennent, puis on voit ce qui s'est passé il y a 1 heure. Layla s'approchait lorsqu'un Sasquatch se jeta sur elle. Forte comme toujours, elle l'esquive mais ne s'attendait pas à ce qu'il la remarque si rapidement. Elle lance un poignard attaché à une corde et saute de l'autre côté, esquivant l'attaque de ce Sasquatch et grimpant sur une branche. Sur ce, elle bloque le chemin et saute à nouveau au sol. Lorsqu'elle se retourne et que la bête s'approche d'elle, elle s'écrase soudainement face la première dans un piège. Une fois immobilisée, il ne lui restait plus qu'à l'achever. Mais le monstre continue de bouger et attrape même un arbre, le tirant du sol. Elle ne s'y attendait pas. Le géant vient pour un câlin écrasant, mais elle l'esquive facilement. Glissant sur le côté, elle commence à enrouler la corde autour de son cou avant que la bête ne se rende compte qu'elle est déjà étranglée. D'une manière ou d'une autre, elle avait réussi à faire en sorte que ça marche. Elle ne pensait pas qu'il serait possible pour ce singe de percer ses tendons de monstre. De plus, les cordes étaient trop fines pour qu'il puisse les saisir avec les mains, puis elle remarque que même étranglé, il continue de renverser des arbres. Elle est un peu choquée et décide qu'elle doit en finir rapidement. D'après ce que Kalik a dit, tout ce qu'elle avait à faire était d'injecter le venin directement dans son sang. Une fois de plus, le singe arrive pour un fracas, mais elle esquive et se glisse derrière lui. Elle sort une aiguille et l'enfonce directement dans la nuque du monstre. Elle avait fait tout ce qu'il lui avait dit de faire, mais elle n'était pas sûre que cela fonctionnerait réellement. Désormais, sa seule option était de prier pour que cela fonctionne. Le singe, cependant, ne semble pas se calmer et continue de se débattre jusqu'à ce que les arbres se brisent. Et puis, elle se rend compte que le venin ne fonctionne pas aussi bien que prévu, ou plutôt parce que les yeux du singe se révulsent et qu'il s'écrase face au sol. Elle est impressionnée que cela ait réellement fonctionné. Même si elle ne voulait pas l'admettre, cette gamine blonde en savait plus qu'elle sur les poisons. Mais c'est très étrange parce qu'il a tellement changé du jour au lendemain. Cela fait maintenant plus d'1 an qu'elle le surveille de près, mais soudain, il apparaît comme une personne complètement différente. Au moins, elle espère que c'est pour le mieux. Après tout, elle n'aurait jamais pensé avoir une nouvelle chance de se venger. Mais peut-être que maintenant, c'est possible. De retour sur les chariots, Kalik se retourne. Certains soldats qui ont survécu sont encore épuisés et battus. Il dit à Crotte qu'ils vont s'arrêter ici et Crotte dit qu'il comprend. Alors que les soldats sont assis autour des arbres, Kallax s'approche et leur propose des potions. Ils hésitent parce que cela coûte très cher, mais notre garçon leur lance simplement les bouteilles et leur dit de déjà boire. C'est alors que quelqu'un arrive derrière lui et lui demande ce qu'il fait. Kallax savait déjà que quelqu'un s'en plaindrait. Crotte lui dit que même une potion de Baran est extrêmement chère. Cela Russell les avait préparés spécialement pour lui. Après tout, 10 bouteilles comme celle-ci coûtent la moitié des réserves de leur maison. En colère, Calix demande s'il lui dit de laisser tout le monde souffrir pendant que ces potions restent là.
Crot a l'air mal à l'aise et dit que ce n'est pas exactement ce qu'il voulait dire. Tout le monde regarde et notre garçon leur dit de ne pas s'inquiéter. Une fois l'expédition terminée, ils auront assez d'argent pour acheter autant de potions qu'ils le souhaitent. À ce moment, tous deux sont à nouveau surpris. Les soldats s'inclinent pour remercier le seigneur de sa générosité. Calix, désemparé, est à court de mots. Pendant ce temps, Crot remarque que désormais, ces soldats ont véritablement décidé de donner leur vie pour lui. Notre garçon lui dit d'effacer ce sourire stupide de son visage et de se préparer à déménager. Dès qu'il monte dans le wagon, l'écran du système apparaît indiquant que le pourcentage de soutien est passé à 18%. Il sourit et leur dit d'avancer. Les chariots continuent d'avancer à travers la forêt. Quelque temps plus tard, quelqu'un leur crie d'arrêter. Crot demande ce qui ne va pas et Crot dit qu'ils sont arrivés à destination. Crot a l'air confus car il ne voit aucun coffre-fort secret. Sans oublier que personne ne garde la zone. De quel genre d'endroit s'agit-il? Calax demande si Layla a envoyé un message et Crot dit non. Sur ce, ils décident simplement d'y installer leur camp pour le moment. Jusqu'à nouvel ordre, ils resteraient sur place. Un peu plus tard, à l'intérieur d'une tente, Calax montre une région sur la carte et dit que le caveau de la famille Oshiran se trouve juste là. Crot demande s'il n'est pas loin et notre garçon dit non. À ce moment-là, Crot lui crie au visage disant que d'après la carte, il faudrait au moins une semaine pour y arriver. Les soldats étaient déjà épuisés après avoir été si longtemps loin de chez eux. Et s'il leur disait qu'ils devaient marcher encore une semaine, la moitié abandonnerait probablement. Thomas dit également que rester trop longtemps au même endroit est dangereux car ils seraient bientôt retrouvés. Calex paresseusement leur dit d'écouter avant de commencer à se plaindre. Il a juste indiqué l'emplacement du coffre-fort. Il n'a jamais dit qu'ils y allaient. Crack vient demander si l'objectif de l'expédition n'est pas de voler le coffre-fort. Calex se dirige vers un coin de la tente et dit qu'ils y accéderont à partir de là. Il commence à piétiner le sol, cherchant quelque chose jusqu'à ce qu'il appuie sur un levier. Soudain, le sol commence à s'élever et une pierre apparaît devant lui. L'homme avait l'air complètement confus alors qu'il commençait à résoudre une sorte de puzzle. Soudain, la pierre s'enfonce dans le sol, révélant une entrée. Dès que le garçon blond s'avance pour suivre le chemin, les hommes l'attrapent en lui disant que cela pourrait être un piège dangereux. Notre garçon dit qu'il en doute fortement. Croton admet qu'il est confus et veut savoir comment Calax obtient des informations sur cet endroit. Calax dit que ce qu'il sait vient d'une source fiable. Considérant qu'il a été quelque peu incompétent jusqu'à présent, il sait qu'il est difficile pour eux de le croire. Mais bientôt ils verront par eux-mêmes. Calax a l'air un peu embarrassé et Thomas intervient disant qu'il croit en leur chef. Un chef qui valorisait même le plus faible de ses soldats était quelqu'un en qui il pouvait accorder sa confiance. Les autres militaires à leur côté disent aussi croire en lui. S'ils suivent ce chemin et meurent quand même, ce serait un honneur. Crot devient émotif et notre garçon lui dit d'arrêter de lui faire confiance car il est encore faible et ne peut même pas utiliser correctement le mana. Ils étaient idiots de confier leur vie à quelqu'un comme lui. Thomas sourit et laissez-moi vous le dire, les sourires dans cette histoire sont sombres. J'ai toujours l'impression que ces gars ont de sinistres intentions. Thomas dit alors que la force n'est pas toujours physique. Notre garçon dit à Crot d'arrêter de pleurer et se tourne vers tout le monde en lui disant qu'il est temps de partir. Sur ce, l'armée commence à descendre les escaliers. Pendant ce temps, Calex regarde depuis la tente, espérant que tout s'est bien passé avec Layla. De retour avec l'assassin préféré de tous, Layla collecte du sang de singe. Elle s'essuie le visage en disant qu'elle en a assez. Debout devant la grotte, elle dit qu'il est temps de s'amuser. Elle commence à frapper deux morceaux de bois ensemble pour allumer un feu. Dans la scène suivante, elle saute de branche en branche et de loin, on aperçoit l'incendie qu'elle a provoqué. Avec cela, tous les Sasquatch de la région devraient y être attirés. Mais le problème était autre chose. Des types cagoulés dont les Insanias semblaient étrangement familières traversaient les environs et ont vu des corps au sol. Layla savait déjà que ces cafards allaient apparaître. Elle met la main sur son poignard disant qu'elle va en finir. Elle leur montrerait ce qui se passe lorsqu'on tourne le dos à quelqu'un qui occupe la position de bourreau. L'un des hommes au sol commence à écrire sur un papier en disant qu'ils sont en situation d'urgence. Ils ont retrouvé le corps de son Sasquatch et personne n'a été blessé à proximité. Cela signifiait que quelqu'un capable de combattre une créature comme celle-là se trouvait dans la zone. Et dans toute cette région, il n'y avait qu'une seule famille capable de faire une chose pareille. Ils devaient en informer immédiatement le vicomte. Layla observe tranquillement à distance. Elle voit comment ils scellent les lettres et connaît leurs éclaireurs. Elle analyse alors la direction du vent, elle prend un peu de sang dans sa poche et l'étale sur l'arbre à côté d'elle. Une fois de plus, un autre gars est en train de sceller une lettre et elle regarde depuis l'arbre au-dessus. La scène passe à l'arrivée des Sasquatch devant le feu, ils veulent tous entrer dans la grotte. Soudain, l'un d'eux s'arrête et renifle l'air. Tous se mettent à rugir et changent de direction. L'un des éclaireurs porteurs de la lettre saute de branche en branche, pensant qu'il doit transmettre l'information le plus rapidement possible. Il s'arrête sur une branche pour vérifier le chemin à parcourir et prend un poignard directement sur la poitrine. Il baisse les yeux, voit la lame et quand il se retourne pour regarder derrière lui, il est projeté au sol. Mec, il tombe comme un déchet. Layla s'approche du corps, saisit la lettre et se rend compte qu'il est important d'en informer le prince. Elle se met immédiatement à courir. Pendant ce temps, les Sasquatch errent dans la forêt à la recherche de l'odeur du sang. Au même moment, le groupe continue d'avancer dans le tunnel. Calax sait que cet endroit a été construit par un sorcier qui s'était retiré pour mener des expériences. Cela n'aurait donc aucun sens pour cette personne d'accepter un tas de pièges dans sa propre maison. Crot soutient que c'est pour assurer la sécurité de la personne.
Cependant, notre garçon pose la main sur le mur et dit qu'il n'y a aucune trace de creusement. Les escaliers ont également été fabriqués par magie. Pour avoir ce genre de pouvoir, la personne devrait être au moins un archimage de 8e classe, ce qui signifie que si cette personne voulait vraiment tendre des pièges, tout le monde ici serait déjà mort. Crotte ne sait pas vraiment comment répondre, puis suivant le chemin, ils atteignent un passage menant à une immense pièce. Excité, Crotte ordonne à Thomas de protéger leur garçon pendant que les autres recherchent un trésor. Kalec dit que s'il trouve des potions de niveau intermédiaire, il devrait les donner aux soldats blessés. Il se dirige vers une chaise et s'assoit calmement. À ce moment, Thomas demande comment le vicomte Oshiran a découvert une telle ruine. Notre garçon dit que c'est peut-être de la chance ou que quelqu'un a partagé l'information, mais il n'en est pas sûr. Thomas remarque alors qu'il est étrange qu'ils aient même une boule de cristal magique. Soudain, l'expression de Kalec change et il se demande si c'est bien ce qu'il pense. Même si les protections magiques s'étaient affaiblies, ce n'était pas quelque chose que le vicomte pouvait briser facilement. Il demande alors qui est le seigneur du vicomte et Thomas répond que c'est Marcus Antonio. Kalix réalise qu'il devra se préparer au pire. À ce moment, Crotte apparaît avec les potions intermédiaires mentionnées par Kalix. Calax lui dit immédiatement de les distribuer aux soldats et Calax le fait, même s'il ne peut s'empêcher de penser que c'est bien trop cher de gaspiller ainsi. Mais Calax sait que dans un moment comme celui-ci, il est plus important d'avoir des soldats que de conserver des potions. Il lui montre ensuite des cristaux magiques, des potions supplémentaires, des matériaux et d'autres objets. Rien de tout cela n'était inutile, mais il n'y avait rien non plus d'incroyablement précieux. Cependant, Calax sait que si le système dit qu'il s'agit d'une ruine de trésor, il y a encore quelque chose de caché ici. Soudain, il sent quelque chose venir du coin de la pièce. Sorti de nulle part, Crotte met la main devant lui et demande ce qui ne va pas. Crotte dit qu'ils ont déjà terminé leur enquête et que rien ne se cache dans l'ombre, ils devraient donc arrêter d'essayer d'agir seuls. Mais Calax s'avance quand même, disant qu'il s'en fiche parce que Crotte ne comprendrait pas. Il commence à passer sa main le long du mur, essayant de se rappeler où se trouvait la porte secrète. C'est alors qu'il découvre un petit trou pour son pouce et que tout commence à bouger. Voici le trésor du garçon, on dirait que ces 10 années passées à jouer à des jeux vidéo ont vraiment porté leurs fruits. À l'intérieur se trouve une boule de cristal géante entourée de sphères de cristal plus petites. De plus, c'est comme une salle de surveillance qui pourrait superviser l'ensemble de leur approche. Croc souligne cependant qu'il y a quelque chose de très étrange dans cet endroit. Ils avaient fouillé toutes les ruines et il ne se souvient pas avoir vu une pièce comme celle-ci. Calax explique que c'est ce qu'on appelle une fausse ruine. Autrefois, il était courant de réaliser 2 entrées. L'un d'eux était facile à trouver mais ne contenait rien de précieux, donc la plupart des gens abandonneraient. Crod en déduit que la fausse ruine doit être le coffre-fort secret de la famille Oshiran, et Calax dit que puisque tout est connecté, ils peuvent y accéder à partir d'ici. Il pose la main sur la sphère, essayant de se rappeler quelle fonction doit être activée. Après en avoir rempli un moment, ils entendent un son à proximité. Lorsque Crotte arrive en courant, il voit une porte s'ouvrir et Alex lui dit que cela mène à la fausse ruine, mais il dit qu'il y a plus. En regardant plus loin les sphères, il souligne que dans la fausse ruine, il y a une entrée. Cette entrée mène aux mines d'argent qui ont rapporté tant d'argent à la famille Oshiran. Crotte dit qu'il est désormais clair que la famille royale n'a jamais remarqué cela. Calax prévient que puisqu'il ne voit personne ici, cela signifie probablement que la zone n'est utilisée qu'à des moments précis. Et pour éviter que les rumeurs ne se propagent, les ouvriers sont probablement tués peu de temps après. Crotte est furieux mais Calax le rassure en lui disant que tout va bien. Tout ce qu'ils ont à faire est de désactiver la boule de cristal que les Oshiran utilisent comme clé. C'est comme modifier les codes de sécurité et les connexions d'accès. Après avoir pris tout ce dont ils ont besoin, il leur laissera évidemment un cadeau. Il dit alors à Crotte de prendre les hommes et de commencer à récupérer toutes les caisses car il est temps de partir. Mais Crotte semble à nouveau triste d'avoir quitté le prince. Pour l'amour du ciel, ramenez-moi déjà ma femme. Kalix dit qu'il peut s'en occuper seul et Crotte accepte à contre-cœur disant qu'il reviendra bientôt. Sur ce, il part et Calax célèbre le fait d'avoir enfin un moment pour lui. Et vous ne le sauriez pas, notre garçon trouve encore un autre passage secret. À l'intérieur, il découvre un objet qu'il connaît très bien dans le jeu, même s'il semble très différent en personne. C'est le bracelet du grand prêtre alchimiste. La traduction ici est une foutaise, n'est-ce pas ? Et je traduis la traduction des ordures, donc c'est particulier. Son effet est que lorsque vous êtes sur le point de mourir, il active une barrière protectrice qui dure 2 heures. Mais si vous recevez un autre coup très fort alors que la barrière est active, évidemment, elle se brise. L'objet avait une période de refroidissement d'1 semaine et après 3 activations, il cessait de fonctionner. Cependant, c'était parfait pour lui puisqu'à l'heure actuelle, il n'a aucune capacité de combat. Il le met à son poignet pensant que c'est comme s'il avait 3 vies supplémentaires. Mais alors qu'il s'apprête à partir, il remarque encore un détail. À l'endroit où il a récupéré l'objet, il y avait quelque chose d'écrit. Il essaie de le lire mais n'en comprend qu'une partie, quelque chose à propos d'une Hécatoria ou quelque chose comme ça. Le problème est que le reste du message lui est indéchiffrable. Il se souvient qu'une fois dans le jeu, il avait entendu parler de ce nom Hécatoria. Dans les légendes, c'est la déesse qui a appris aux humains à utiliser la magie. Mais il est certain que cela n'existait pas dans le jeu. Serait-ce quelque chose qui n'appartient qu'à ce monde? Lorsqu'il le touche avec son doigt, l'électricité commence à monter et il ressent un tremblement.
Soudain, il semble que seule sa conscience existe et il demande où il est et pourquoi il ne peut rien voir. En regardant vers le bas, il y a un œil géant entouré de formes bleues brillantes. Il se demande si c'est le domaine des divinités dont il a entendu parler, les soi-disant dieux qui veillent sur les gens dans ce monde. Soudain, il commence à se tordre de douleur alors qu'une voix résonne dans sa tête. C'était comme si les mots étaient introduits directement dans son cerveau. La voix d'une femme aux cheveux roux dit que c'est mal et inhumain. Mais l'une des sources d'énergie répond qu'il n'y avait aucun humain sur place. Il prévient Akatoria que la question a déjà été réglée par un vote. Elle ne devrait pas penser à rompre le pacte. La femme proteste disant que c'est de la violence et qu'elle n'acceptera pas. Une autre voix dit que si elle veut tellement être humaine, son souhait serait exaucé. Soudain, elle apparaît agenouillée au sommet de l'œil géant. Kallax entend un son terrifiant qu'il ne comprend pas. Alors qu'Ekatoria crie au milieu de tout cela, il se bouche les oreilles car il ne supporte plus d'écouter. Les voix déclarent qu'Ekatoria est désormais tombée au rang de demi-dieu. Il ne serait plus approprié de l'appeler par son ancien nom. Désormais, elle deviendra un objet de haine poussé dans une misérable folie par les insectes mêmes qu'elle adorait. Ils étaient impatients de voir l'expression de son visage à ce moment-là. Soudain, Kallax se retrouve dans la pièce. Je suis confus, il est confus, tu es confus. Cela doit être l'intention de l'auteur. Sorti de nulle part, la fenêtre système apparaît et Kallax est choqué. Il avait obtenu un fragment de la première autorité d'Epatoria. Il semble que ce soit une compétence qui inflige des dégâts de zone à tous les ennemis proches. Les dégâts augmentent avec son niveau et sont impossibles à esquiver. Cependant, plus il y a d'ennemis, moins il inflige de dégâts globaux. Kallax sait que les capacités vont normalement du rang F au rang S, mais il existe des exceptions lorsqu'il s'agit de capacités dites uniques. Et au-delà de cela, il existe des capacités d'autorité encore plus distinctes. C'est un pouvoir que seuls les individus de classe X ou ceux connus sous le nom de demi-dieux peuvent utiliser. En fait, développer une autorité est le seul moyen d'accéder à la classe X. Une autre fenêtre système apparaît indiquant qu'il a absorbé un fragment d'autorité. Cela élève le rang de son âme. Kallax est désormais certain que celle qu'il a envoyée dans ce monde était la déesse nommée Ekatoria. Et il sait que seules les capacités de niveau autorité peuvent nuire à un dieu. Peut-être qu'elle espère que d'une manière ou d'une autre, il la vengera. Le lunatique commence à rire avec sa main sur son visage, se demandant si ce sera vraiment l'objectif final de ce jeu. Évidemment, il a l'impression d'être manipulé, mais il va y mettre un terme, qu'il le veuille ou non. À ce moment, Crotte revient et demande s'il a fini. Kallax lui dit de ne pas être surpris et Crotte semble confus. Dans la scène suivante, tout est chaotique et animé. Il y avait tellement de trésors dans cette pièce qu'ils avaient besoin de plus de temps pour tout récupérer. Rien que les coffres remplis de pièces totalisaient plus de 30 000. Notre garçon est excité, c'est bien plus que ce à quoi il s'attendait. Et Crotte dit qu'il y a en outre plusieurs caisses contenant des lingots d'argent d'une valeur d'environ 100 000 pièces d'or. Le seul problème est que transporter autant de butin avec cette seule expédition ne serait pas facile. Kallax pense qu'il n'aurait jamais imaginé que le plus gros problème serait d'avoir trop de trésors à transporter. Mais pour lui, peu importe la quantité, ce ne sera pas un problème. Parce que lorsqu'il a tué le gobelin, il a acquis la capacité d'inventaire. Il se sent en confiance, souriant intérieurement, tandis que Crotte s'interroge sur son enthousiasme. Kallax lui dit simplement de rapprocher les caisses et il s'occupera du reste. Crotte demande si tout ce qui se trouve devant lui est expliqué et l'homme le confirme. Kallax lui dit alors de préparer tout le monde pour le voyage de retour. Crotte est d'accord même s'il n'a aucune idée de ce que le garçon prépare, mais Kallax sait que dans ce monde, la notion de joueur et de capacité n'existe pas. Il serait trop long d'expliquer ce qu'est un inventaire. Donc au lieu d'expliquer, il fera simplement en sorte que ça marche. À ce moment-là, Crotte dit que tout le monde est dehors mais demande ce qu'ils vont faire des caisses. Crotte montre le bracelet et dit qu'il l'a obtenu là-bas. Il a une capacité magique sous-spatiale. C'est un artefact extrêmement rare avec suffisamment d'espace pour stocker toutes les caisses. Les yeux de Kraut s'écarquillent et il demande où Kraut a obtenu quelque chose comme ça. Notre garçon lui dit simplement de se taire et de garder le secret. Il dit que comprendre réellement quelque chose d'aussi précieux serait dangereux si d'autres le découvraient. Il dit alors qu'il part et Crotte accepte tout en étant toujours abasourdi. Kallax le remercie en partant, il fallait maintenant qu'il se concentre sur l'objectif. En pensant à l'inventaire, la fenêtre système apparaît. Il se demande si ça va être aussi simple qu'un jeu. Il touche l'une des caisses et elle apparaît immédiatement dans l'inventaire sous forme de lingots d'argent. Cela semble aussi simple qu'il l'imaginait et il commence à charger son inventaire. Mec, les enfants aiment Minecraft empilant tout par tas de 99. Avec tous les trésors collectés, il était temps de revenir. Il monte les escaliers et les hommes le saluent en lui disant que tout le monde est prêt pour le voyage de retour. Mais Kallax regarde autour de lui. Il veut savoir si Layla n'est toujours pas rentrée. Kraut dit non et se demande si elle les a peut-être trahis et s'est enfuie. C'est pourquoi il ne lui a jamais fait confiance depuis le début. Kallax lui dit de se réveiller à la réalité. Ce n'est pas une coïncidence si les Sasquatch ont pris la fuite à ce moment précis du combat. Après avoir expliqué ce qui s'est passé, tout le monde semble choqué. Crotte dit qu'attaquer seul le nid de Sasquatch était une mission suicide. Même s'il n'aimait pas la fille, il ne voulait pas qu'elle meure comme ça. Kallax dit qu'il aurait suggéré d'envoyer des soldats avec elle. Mais comme personne ne lui faisait confiance, elle a dû se lancer seule dans cette aventure. Crotte se rend compte que non seulement il avait tort, mais que c'est grâce à elle qu'ils ont survécu. Notre garçon dit que si elle a un retour, c'est parce que quelque chose a dû se passer. Grâce à elle, ils ont évité d'innombrables sacrifices. Il était maintenant temps de l'aider.
Tout le monde est au garde à vous et Crotte dit qu'il suivra les ordres du Seigneur. Les autres chevaliers disent que si elle risquait sa vie pour sauver tout le monde, ils devaient l'aider. Pendant ce temps, le serviteur désemparé pense simplement que tout dans cette mission a été un problème. Au moins maintenant, en tant que chevalier, il accomplirait son devoir. Qu'Alex leur ordonne de se diviser en escouades pour la rechercher, tandis que les autres se cacheront dans les ruines. Il envisage deux possibilités quant à ce qui aurait pu arriver à Layla. Soit elle a été poursuivie par le leader Sasquatch, soit par l'organisation à laquelle elle appartient. À ce moment, il croit toujours qu'il s'agit des Sasquatch puisqu'aucun autre poursuivant ne s'est encore présenté. De plus, il est certain qu'elle est suffisamment prudente pour ne pas se faire prendre sur le fait. Le problème est maintenant de savoir comment la retrouver. Crotte demande ce qu'ils vont faire ensuite et Kallax vérifie que tout le monde est prêt. Le plan pour l'instant était de se diriger directement vers la base Sasquatch et de commencer à venger ses singes. Avant que Crotte ne puisse protester, Kallax lui met des herbes dans les mains et lui dit de les brûler. Cela produirait une sorte de pétrole avec lequel tout le monde devrait enduire ses armes. Il avertit Crotte de ne pas se plaindre du plan et Crotte accepte simplement. Kallax lève les yeux et dit à Layla de tenir le coup. Quelque temps plus tard, ils espionnent la base des Sasquatch. Ils sont sûrs qu'il n'y a que des femmes et des enfants à l'intérieur. Kallax dit qu'ils tueront d'abord ceux qui se trouvent à l'intérieur et bientôt les mâles se précipiteront dans la grotte, mais les hommes semblent inquiets et demandent si tout va bien car il sait déjà à quel point ces créatures sont dangereuses. Notre garçon leur dit de constater par eux-mêmes la puissance du poison présent sur leurs armes. Sur ce, ils s'avancent et les Sasquatch entendent quelque chose. L'armée entière commence à avancer vers eux. Alors que le combat commence, Kallax entend d'autres approcher. Ils courent vers la grotte et Kallax dit que c'est maintenant leur tour. Ils suivent des empreintes de pas et notre garçon dit qu'il est sûr que Layla ne serait pas vaincue par ces créatures. C'est pourquoi il suivra les plus grandes empreintes. Montés sur le dos de Thomas, ils se mettent à courir. En chemin, Thomas demande si Kallax aime la femme. Il comprend. Après tout, c'est une femme très attirante. Kallax lui dit de se concentrer sur la mission et d'arrêter de plaisanter. Mais Thomas répond qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle se porterait volontaire pour quelque chose d'aussi dangereux. Kallax répond que c'est parce qu'elle a réalisé qu'ils avaient aussi besoin d'elle. En ce moment, la famille Shekan est le seul endroit qui lui convient. En pensant à l'apparence de la fille, Kallax sait que sur Terre, elle serait une célébrité, mais Layla s'en fiche. C'est peut-être parce qu'elle a toujours vécu avec l'urgence de survivre. Le premier contenu à grande échelle de ce jeu s'appelle l'invasion de Djiboru et la faction vivant dans ces montagnes a joué un rôle direct dans cet événement. Peut-être que dès le début, Selvio avait intentionnellement planifié tout cela. À l'intérieur de la grotte, Kron est étonné d'avoir gagné. Les hommes applaudissent en disant que comme le seigneur l'a dit, il était très facile de tuer les singes avec le poison. Mais ils se rappellent qu'il n'y a pas de temps pour se reposer et ils se remettent rapidement à courir. Kron est impressionné disant qu'en matière de poison, il respecte vraiment Kallax. À tout le moins, il espère que Layla est en sécurité. Mais ensuite, ils aperçoivent quelqu'un allongé sur le sol, du sang à la bouche. En chemin, Thomas et Kallax remarquent quelque chose. Notre garçon est choqué de voir Layla allongée par terre entourée de deux loups. Thomas court devant et coupe le premier loup, tandis que Kallax court pour l'aider. Le problème est que sa blessure est bien plus profonde qu'il ne l'imaginait. Il utilise rapidement une potion de niveau intermédiaire et heureusement cela semble suffire. Le seul problème est que son rétablissement sera progressif et qu'il lui en faudra plusieurs autres. Thomas revient en disant qu'il a chassé les loups. Il aide nos garçons à asseoir Layla pendant que Kallax lui donne plus de potions. Sa couleur de peau commence à s'améliorer et ils se sentent tous les deux soulagés. À ce moment-là, Crotte arrive et notre garçon dit qu'il est arrivé juste à temps. Soudain, la scène passe à une semaine plus tard au château de Shekan, notre garçon qui ressemble plus à une belle fille et leur formation. Pour l'amour du ciel, n'est-ce pas? Ce gamin est trop faible, il est au niveau 18, ce qui n'est pas si mal. Il n'a que 15 ans et la moyenne pour un homme adulte se situe autour du niveau 20. À proximité, Russell regarde et dit qu'au moins l'endurance du garçon s'améliore beaucoup. Il pouvait dire que la condition physique de Kallax n'était pas mauvaise du tout. Crotte commente qu'il semble complètement différent du jour où ils ont exploré les ruines. Peut-être qu'il prend une sorte de potion secrète. Le gars a la tête dure et est là tout confiant, ressemblant à quelque chose sorti d'un nivellement en solo. Il dit que son voyage pour passer au niveau supérieur ne fait que commencer. Les serviteurs suggèrent de commencer immédiatement l'entraînement à l'épée, mais Russell dit que le corps de Kalik doit d'abord récupérer. Soudain, Kalik annonce qu'il a quelque chose à résoudre à la tour magique aujourd'hui. Crotte ne le savait pas, mais notre garçon lui dit de se préparer car il vient pour la visite. Sur ce, il commence à partir. Mais Russell remarque qu'il semble que Kalik fasse désormais beaucoup confiance à Crotte. Crotte répond qu'il ne sait pas pourquoi, mais il est certain que le garçon a un talent exceptionnel. De plus, il se soucie sincèrement de ses subordonnés et des habitants du royaume. Russell commente que ces derniers temps, il a été difficile de comprendre les actions et la façon de penser du garçon. Crotte dit que même s'il est talentueux, il a toujours besoin d'un maître pour le guider. Mais Russell rétorque que la priorité actuelle est que Kallax obtienne son titre officiel. Il doit terminer la cérémonie de passage à l'âge adulte et passer bientôt en 4e classe. Pourtant, la crainte que Russell avait autrefois concernant l'avenir du territoire avait disparu. Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un de convenable viendrait aussitôt. La scène se déplace vers la branche de la tour magique sur le territoire de Shekan. Au milieu d'une bibliothèque interminable, quelqu'un les accueille. Nos deux garçons apparaissent et voici une autre situation dangereuse. Nous pensons tous à Layla.
Où est cette fille qui a disparu après le sauvetage? Une femme accueille le beau garçon et l'homme musclé les attire et leur dit joyeusement de se sentir chez elle. Elle semble étrangement optimiste pour un mage. Elle demande ensuite s'ils veulent du thé et utilise la télékinésie pour placer les tasses devant eux. Au moment où elle touche la théière, de la vapeur commence à monter. Kallax est impressionné qu'un endroit isolé comme celui-ci ait un mage de classe 5. Son nom est Rosen Dreamwalker, 32 ans, même si elle en paraît 26. Elle sert le thé et demande pourquoi il a l'air si surpris. Kallax dit qu'il ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un d'aussi incroyable qu'elle dans une zone aussi rurale. Bizarrement, Crot se demande déjà si cette femme est le type de Kallax. Kallax dit alors que si elle peut chauffer du thé en un instant, elle est au moins une mage de classe 5. Il est certain qu'il est impossible pour une femme d'une vingtaine d'années de réaliser quelque chose comme ça sans un immense talent. Le gars effronté sait qu'elle a 32 ans mais il ne fait que la flatter, n'est-ce pas? Elle est toute troublée, l'imbécile est tombé dans le piège. Crot est sur le point de dire qu'elle n'a pas la vingtaine mais notre garçon lui serre le bras, l'astuce fonctionne et elle est toute heureuse mais admet qu'elle a déjà plus de 30 ans. Notre garçon est le maître du charme et lui demande si elle a des secrets pour rester aussi jeune. Alors qu'elle dit que tout ce qu'elle fait c'est se laver le visage avec de l'eau, Crot est juste assise là à les écouter tous les deux. Un certain temps passe, finalement Rosen demande ce qui les amène tous les deux dans sa tour. Ils arrivaient enfin au but. Kalik dit qu'il est là pour acheter des parchemins d'explosion. Elle est impressionnée disant qu'il doit être un client tout à fait unique. Elle lui dit que 30 de ces parchemins coûteraient 600 pièces d'or, mais comme c'est un garçon si mignon, elle ne lui facturera que 500. Notre garçon est ravi de voir qu'en utilisant son apparence, il peut lui faire bénéficier d'une réduction. Il demande si cela ne lui causera pas d'ennui. Rosen le rassure en affirmant qu'elle a le pouvoir d'ajuster les prix. Kallax dit alors qu'il a en fait une autre demande. C'est un peu difficile à dire mais il souhaite emprunter sur le fonds de réserve. Cela ne la rend pas très heureuse. Elle demande combien il envisage d'emprunter. Quand il dit 60 000, la femme crache son thé. Bien sûr, elle dit qu'elle ne peut pas prêter autant d'argent. Mais notre garçon révèle qu'il laissera des pièces d'or et des lingots d'argent en garantie et jusqu'à ce qu'il les rembourse, elle pourra également facturer des intérêts. À la mention d'intérêt, Rosen, qui a clairement une ambiance d'usurier, commence à avoir l'air excité. Kallax explique que ce ne sera qu'un prêt à court terme, mais il en a vraiment besoin. C'est parce que ce serait de la folie pour Gérard de découvrir qu'il utilise les pièces que Kallax lui a volées. Kallax sait que c'est le seul endroit où il peut obtenir 60 000 pièces d'or. Rosen baisse la tête, s'excuse et dit que malheureusement c'est trop. Kallax ne s'attendait pas à ça. Il semble que sa faveur n'était pas assez élevée ou peut-être qu'il était tout simplement trop précipité. Elle ajoute qu'elle est sûre que le superviseur le rejetterait, mais ensuite elle propose une alternative. Se couvrant la bouche avec sa main, elle dit que les gens du quartier général ne surveillent pas beaucoup son quartier. C'est peut-être possible, mais il faudrait que cela reste un secret entre eux trois. S'ils remboursent dans les 6 mois, il n'y aura aucun problème. Mais dès que les 6 mois étaient écoulés, elle vendait tout l'or et l'argent pour récupérer l'argent. Notre garçon est ravi, c'était exactement son plan. Les mages sont gourmands car ils ont besoin de ressources pour mener leurs recherches et elle pensait définitivement qu'ils n'auraient pas l'argent pour le rembourser, alors elle empoche tous les intérêts. Il s'incline profondément et la remercie, disant qu'il serait très soulagé si elle pouvait faire cela. Pendant ce temps, il pense que maintenant il a réglé sa dette avec Gérard. En parlant d'imbécile, il est assis devant un subordonné qui réclame la carte, il le claque sur la table furieux car il semblerait qu'une des patrouilles proches du caveau ait disparu. Il commence à se demander s'il court un danger. C'est alors qu'il réalise que si quelqu'un avait un chemin direct vers le coffre-fort, cela prendrait moins d'une journée, le type est sur le point d'exploser de rage. Immédiatement, il ordonne à tout le monde de se préparer à se diriger vers les terres de Golda. Le problème est que le chemin direct était très différent. L'ancienne équipe de Layla se heurte tête première à un golem. Avec Gérard juste derrière eux, ils n'ont d'autre choix que d'attaquer. Le golem agite sa main massive et ils réalisent qu'ils n'auront pas le temps d'esquiver. Les imbéciles sont envoyés voler. Les gars les plus faibles à proximité savent déjà que s'ils tentent d'avancer, ils mourront aussi. Ils n'ont même pas eu besoin de s'approcher, ils se sont aplatis sur place. Un autre homme, les cheveux blanchis par la peur, appelle à la prudence. Mais il est aussi écrasé. Mec, ces gars sont en train d'être détruits. 2 autres idiots paniquent et un autre golem les achève. Gérard reste là, silencieux, tandis que l'entraîneur de ces hommes se demande pourquoi un golem est apparu. Une créature comme celle-là ne se forme pas naturellement, ce qui signifie qu'il y a au moins un mage de classe 5 à proximité. Il se tourne vers Gérard et suggère qu'il se retire, mais Gérard lui crie dessus, exigeant de savoir pourquoi il dit cela. Quoi qu'il arrive, ils doivent aller de l'avant. Le chemin devait être dégagé dans les 24 heures car ils avaient des hommages à rendre au Markbus. Même si tout le monde mourait à cet endroit, ils devaient continuer à avancer. De retour à la tour, Rosen demande avec désinvolture s'ils ont reçu un petit cadeau. Elle se demande si c'est quelque chose de romantique, comme un amant ou une liaison. Notre garçon dit non et elle répond que dans ce cas, elle aimerait recevoir un cadeau de sa part. À ce moment-là, Layla fait irruption dans la porte, demandant s'il y a vraiment une vieille sorcière qui essaie de séduire son seigneur. Kallax entre et annonce que tous les poissons d'amour ont déjà été stockés dans la tour. Pendant ce temps, Layla regarde Rosen du regard.
Notre garçon la remercie pour son bon travail et lui tend quelque chose. Il leur a ensuite demandé à tous les deux d'attendre dehors. En partant, Leila demande pourquoi le prince parlait à ce mage. Crod se contente de siffler, disant qu'il ne sait pas pourquoi. À l'intérieur, Rosen est tout heureux et rougit, disant que c'est merveilleux. Notre garçon lui a offert un collier de perles dorées et elle lui a demandé s'il allait vraiment lui offrir quelque chose comme ça. Et il dit que c'est un signe de gratitude pour les fonds qu'elle prépare pour eux. C'était bien sûr l'artefact que le système lui avait montré. Il lui dit de ne pas oublier de garder tout cela secret. S'ils essayaient de procéder correctement, les documents ne seraient jamais approuvés, mais Kalak sait qu'elle cherche à récupérer les intérêts qu'elle a gagnés sur le prêt pour la tour magique. Rosen le rassure en lui disant qu'elle gardera cela à l'esprit et qu'il pourra compter sur elle. Elle demande ensuite pourquoi il veut autant de parchemins d'explosion. Se préparait-il à une guerre? Calix est impressionné par sa capacité à extraire des informations. Sérieusement, c'est une question normale. Vous avez acheté 30 parchemins qui font tout exploser. Il se lève et dit qu'il ne prévoit rien de tel. Ces parchemins ne seraient utilisés que pour l'exploitation minière. Elle trouve étrange qu'il ait utilisé quelque chose d'aussi cher juste pour creuser des trous. Elle demande s'il a trouvé une mine d'or, qu'Alex en a assez de la quantité d'informations que cette femme essaie de lui soutirer. Il lui dit au revoir en disant qu'ils continueront la conversation la prochaine fois. Elle a l'air surprise mais sourit, disant qu'elle l'attend avec impatience. Dehors, il a enfin 160 000 pièces d'or dans son inventaire. Avec cela, toutes les dettes massives du territoire pourraient être payées. Il a juste hâte de voir la réaction de Gérard lorsqu'il découvrira que ses trésors ont été volés. Même s'il sait qu'il ne représente rien aux yeux de Selvio, il est évident qu'il ne laissera pas l'homme qui a ordonné son assassinat s'en tirer impunément. Ils paieraient pour ce qu'ils ont fait. Même s'ils ne savaient pas que cela avait déjà commencé, la vengeance n'était pas encore terminée. De retour au golem, les hommes ont enroulé des chaînes autour de lui, essayant de tirer la créature vers le bas. Ils l'ont ancré au sol, tirant dans toutes les directions jusqu'à ce qu'ils exposent enfin son noyau. L'un des hommes le poignarde avec un couteau en lui criant de mourir et le frappe au centre de la poitrine. Le noyau s'enflamme, libérant une explosion alors que les pierres volent dans toutes les directions. Mec, l'équipe est en mauvais état, tout le monde est mort au sol, les épées dispersées, les corps s'effondrent. L'un des hommes dit qu'ils ont réussi à tuer le golem mais que cela coûte 60% de leur équipe. Gérard cependant lui dit d'arrêter de se plaindre et d'ouvrir déjà les portes. Ils atteignent la porte de la cachette et un homme avance la boule de cristal. Mais lorsqu'il le pose sur la porte, il affiche un message. Utilisateur invalide. Un accès non autorisé est détecté et les mesures de sécurité commencent à s'activer. Un avertissement retentit leur indiquant de s'éloigner de la zone dans les 180 secondes. L'homme insiste et tente de replacer la boule de cristal. Mais bien sûr, l'erreur est la même et Gérard frappe à la porte frustré, incapable de comprendre ce qui se passe. Il n'a aucune idée de pourquoi ça ne marche pas. L'homme à côté de lui prévient qu'il vaut mieux qu'il recule car ils n'ont aucune idée de ce que sont ces mesures de sécurité. Sur ce, ils se mettent à courir alors que la porte reste intacte. Il entre dans la première étape du programme d'interception. La mesure de sécurité consistait à invoquer de nombreuses créatures qui attaqueraient n'importe qui dans une portée définie. De retour dans la voiture, notre garçon demande à Leila où elle a entendu ça. Elle répond qu'elle l'a entendu alors qu'il flirtait avec ce mage. Notre garçon remarque qu'elle semble un peu en colère et dit qu'il ne ferait pas quelque chose comme ça. C'était uniquement du business, cependant il voulait lui demander quelque chose. Que se passerait-il s'il trahissait Selvio? Elle a l'air confuse et demande pourquoi il pense même à trahir le vicomte. Notre garçon dit qu'il veut juste savoir quel genre de personne est Selvio. Du genre à laisser passer les erreurs de son subordonné, elle explique que non, c'est un homme extrêmement perfectionniste. Une personne qui ne tolérerait jamais l'échec sous quelque forme que ce soit. Notre garçon veut alors savoir ce qui arriverait à Gérard si le vicomte l'apprenait. Leila dit qu'elle n'en a aucune idée mais Gérard n'est pas non plus quelqu'un qui accepterait d'être tué si facilement. Il essaierait probablement de survivre à tout prix. Il est évident qu'il n'hésiterait pas à trahir le vicomte si nécessaire. Notre garçon se dit qu'il est évident que Gérard ne se laisserait pas tuer si facilement. Pendant ce temps, Leila l'observe réalisant que le garçon prépare à nouveau quelque chose tout seul. En regardant ses yeux cyanes, elle ne sait pas ce qu'est cette étrange sensation. Et notre garçon est plongé dans ses pensées, ayant l'impression qu'il lui manque quelque chose. De retour sur les terres de Golda, les hommes ont enfin exterminé les monstres. Le problème est que les forces du vicomte ont également été presque complètement anéanties. Gérard leur ordonne d'amener des renforts et d'ouvrir cette porte. Il n'y avait aucun moyen d'entrer normalement, ils devaient donc utiliser des parchemins d'explosion. Ils font exploser toute la porte et l'entrée est désormais ouverte. Mais l'homme avait déjà un mauvais pressentiment à ce sujet. À l'intérieur, il réalise que les trésors ne sont pas là. Désespéré, il ordonne aux hommes de retrouver rapidement l'argent. Tout le monde cherche, mais bien sûr, ils ne trouvent rien. L'un d'eux finit par trouver un parchemin par terre. Il l'ouvre, se demandant ce que c'est. C'est un explosif. Boum, tout le monde est envoyé dans l'au-delà. Quand Gérard se lève, il n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. La plupart des hommes qui se sont enfuis à la recherche du trésor sont désormais ensevelis sous les décombres. À ce moment-là, Gérard le sait déjà. Avec ce qui vient de se passer, ils seront exécutés par le vicomte Salvio, chronométré et activer un plan d'urgence. Il s'approche de l'un des hommes et lui dit qu'il a toujours été reconnaissant pour son service. Sorti de nulle part, un autre homme arrive par derrière et l'achève. Gérard dit à l'homme de ne pas se blâmer car il a tout fait correctement. C'est juste que le secret ne pouvait pas quitter cet endroit.
Sur ce, un autre est mort. L'ami de l'homme décédé dit que quelqu'un nommé Cape ne restera certainement pas silencieux à ce sujet. Ils ont probablement senti quelque chose d'anormal dans la région et comprendront bientôt tout. Gérard répond que cela n'a pas d'importance. Tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est suivre le plan d'urgence. La scène se déplace vers la villa du vicomte Salvio. Gérard est là et le vieux ne dit rien. Il reste là jusqu'à ce qu'il dise enfin qu'il a entendu l'histoire. Immédiatement, Gérard se jette à terre en se cognant la tête et implore pardon. Salvio dit qu'il ne se soucie pas des excuses puisque les résultats sont la seule chose qui compte. Il veut savoir où est passé l'argent qu'il avait économisé pour la plus grande cause. Gérard dit que cela doit être l'œuvre de pilleurs de tombes. Il explique que d'une manière ou d'une autre, ils ont dû se frayer un chemin en une journée. L'homme dit que cela n'a aucun sens puisque le système de sécurité aurait été activé, sans compter qu'il faudrait beaucoup de temps pour creuser aussi profondément. Gérard ment en disant que la plupart des pièces d'argent sont toujours là. Il est impossible qu'une poignée de pilleurs de tombes ait tout volé en si peu de temps. En outre, il surveille déjà tous les commerçants de la région pour voir où aboutiront les métaux précieux. Une fois que cela se produira, ils leur tendront une embuscade. Les pièces d'argent ne s'emportent pas très facilement. Finalement, celui qui les a volées reviendra les vendre. Salvio dit qu'il comprend et prévient qu'il est préférable de capturer ces personnes dès leur retour. Gérard lui assure qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce sera fait. Salvio se dirige vers un tiroir et dit qu'ils doivent faire pression jusqu'à ce que ces voleurs rendent la dernière pièce. Cependant, quelque chose devait arriver. Bien sûr, Gérard avait reçu sa punition. Le pauvre homme demande à être épargné mais le fouet lui tombe sur le dos. Salvio le maudit comme un bâtard d'esclave et lui demande s'il se moque vraiment de lui. Gérard est juste là pensant que d'une manière ou d'une autre, il doit endurer cet enfer. Salvio continue de le fouetter criant que le plus gros problème est qu'il a perdu la moitié des forces de l'ombre. Quelque chose qu'ils avaient entraîné depuis si longtemps est devenu inutile à cause de lui. Après beaucoup d'affection dans le dos de Gérard, Salvio s'arrête un instant. Il prévient que ces plaintes ne sont rien, mais s'ils mettent en danger la plus grande cause, c'est une toute autre histoire. Il prévient qu'à partir de maintenant, Gérard n'a plus aucune autorité sur les forces de l'ombre et qu'il ne peut agir qu'après avoir reçu son autorisation. Gérard bien sûr répond simplement qu'il comprend. L'homme dit alors qu'ils ont un besoin urgent d'argent pour le tribut maintenant. Il ordonne à Gérard d'informer le territoire Shekan qu'ils vont entamer le processus de confiscation de leurs biens, même s'ils n'ont pas beaucoup de valeur, ce qui serait suffisant pour aider aux hommages. S'il n'est pas possible de prendre quoi que ce soit à Shekan, alors Gérard lui-même devra vendre ce qu'il possède pour payer les factures. Gérard dit simplement qu'il comprend et lui dit de ne pas s'inquiéter. Pendant ce temps, il se dit qu'il ne risque pas de perdre tout ce pourquoi il a travaillé si dur. Salvio se rassied sur sa chaise et lui rappelle qu'il n'a pas été pardonné. Il devra trouver cet argent et s'il ne le fait pas, il sait déjà ce qui va se passer. En sueur abondamment, Gérard répond simplement qu'il comprend et s'incline profondément. Dehors, l'ami de Gérard demande s'il va bien. Il lui tend une potion et lui dit de récupérer rapidement. Gérard le boit et l'homme lui jette une cape disant qu'ils doivent bientôt retourner à la base. Cependant, Gérard veut savoir où se trouve ce Jacobi. L'homme répond que Jacobi a trop bu et qu'après le combat, il n'a rien pu faire. Mais récemment, ils ont ajouté un garçon du désert qui ressemble au prince Calix. Gérard se moque disant qu'il n'aime pas les gens du désert à cause de leur peau brûlée par le soleil. Il souhaite cependant savoir comment se déroule la suite des préparatifs. L'ami répond que tout sera prêt dans 3 jours. Le problème est de savoir s'ils pourront s'échapper facilement. L'homme le rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter. La moitié de l'équipe est morte ou blessée et les autres ne sont que des voyous de bas niveau. C'était donc l'opportunité parfaite. Peut-être que tous ces événements étaient une bénédiction déguisée. Après tout, plus ils avaient d'argent pour construire une nouvelle vie, mieux ce serait de s'échapper. Cependant, Gérard ne semble pas convaincu. Il pense que le garçon de la famille Shekan a déjà remporté facilement la bataille de la succession, donc ce ne sera probablement pas aussi simple. Quelques jours passent. Crotte entre dans la pièce et les appelle tous les deux. Il annonce que Gérard et Mita sont venus lui rendre visite. C'est probablement à cause des dettes. Russell dit que c'est exactement ce que le prince avait prédit. Il dit à Crotte d'accompagner le prince pour rencontrer les hommes. Russell n'allait plus s'impliquer dans cela parce qu'il pensait que le garçon était capable de diriger le territoire. Crotte dit qu'il comprend. Pendant ce temps, Gérard, toujours le lumétique, a l'air rouge, affirmant que le physique du garçon s'améliore de jour en jour. Mais notre garçon répond simplement qu'il ne salue pas les gens inutiles et que l'attitude arrogante de Gérard mettait déjà sa patience à l'épreuve, alors il valait mieux aller droit au but. Gérard dit que si Calax est si impatient, il sera direct aussi. Il ouvre les bras et annonce que la confiscation officielle va commencer. Il avait déterminé que le territoire de Shekan ne serait pas en mesure de payer les 60 000 pièces d'or, donc il prendrait tout là-bas en garantie de ce montant. Armois demande ce que fera Gérard s'il refuse. Le doigt sur le nez, Gérard répond qu'il fera appel à un haut fonctionnaire pour s'assurer que Calixte ne s'échappe pas. Et évidemment, un audit forcé du territoire aurait lieu. La foule insulte Gérard, mais l'homme répond que ce n'est pas le moment de la violence, c'est juste qu'il doit faire preuve d'un peu plus d'assurance pour récupérer ses fonds. Même s'il pense que c'est le pire des cas, notre garçon dit que si Gérard pense vraiment que c'est si grave, il devrait retarder encore plus le paiement. Gérard répond que si Calax était un peu plus sincère, cela pourrait peut-être arriver. À ce moment-là, Crotte se rend compte que l'homme demande subtilement un pot de vin, mais Calax estime que rembourser la dette maintenant le laisserait perdu. Cependant, pour éviter de compliquer les choses pour l'instant, il décide de s'en tenir au scénario habituel.
Il annonce qu'il a réussi à rassembler la majeure partie de l'argent, il n'a donc pas besoin d'être sincère du tout. Gérard se lève soudainement et demande comment il a rassemblé 60 000 personnes. Notre garçon demande pourquoi il a l'air si en colère et surpris. N'était-ce pas une bonne chose? Il dépose les notes officielles sur la table et affirme que toutes les valeurs sont légitimes. Gérard sait que ces billets sont effectivement émis par le gouvernement, mais comment diable ce gamin a-t-il réussi à en rassembler 60 000 en si peu de temps? C'est alors que Gérard a l'idée de prendre cet argent et de s'enfuir avec, ce serait bien mieux que de s'enfuir avec de l'or et de l'argent. C'était peut-être l'occasion idéale d'aller dans un autre pays. Caldex pose un lingot d'argent sur la table et demande si Gérard veut le vérifier. Il explique qu'il en possède 32 pièces et 420 caisses. À ce moment-là, Gérard reconnaît qu'il s'agit des lingots d'argent qu'il avait cachés au vicomte. Maintenant, tout commence à prendre un sens. Le vicomte pensait que Gérard ne faisait que thésauriser quelques pièces d'argent et du cuivre, mais Gérard avait secrètement utilisé les mines cachées pour amasser bien plus de ressources et les cacher. Maintenant que Calixte est au courant, il est difficile pour Gérard de s'en prendre à lui car il serait dénoncé au vicomte. Si Selvio découvrait cela, Gérard serait évidemment exécuté. Calixte dit alors à Gérard qu'ils n'ont plus besoin de faire semblant de ce qui se passe ici et il demande à Gérard quel sera selon lui son sort. Puisque Calex est un garçon gentil, il lui donnera deux choix. Soit il avoue qu'il volait pour Selvio et risque d'être puni, soit il trahit le vicomte et s'enfuit d'ici. Gérard bouillonne juste de frustration. Tandis que le garçon sait que Gérard est complètement acculé. Pour lui donner une lueur d'espoir et l'aider à s'en sortir, il décide d'agir. Calixte dit à Gérard qu'il l'aidera à survivre s'il choisit de fuir. C'était une opportunité très rare, alors il veut entendre la réponse de Gérard. Crotte semble un peu confus quant au plan du prince. Gérard répond que l'aider à s'échapper du territoire ne suffit pas. Notre garçon dit qu'il peut fournir un soutien solide pour s'assurer que personne ne le touche. Gérard demande si le prince essaie de le faire servir. Calixte répond que Gérard est déjà détesté par la personne la plus puissante de cette région. Alors évidemment, ce ne serait pas une bonne affaire. Gérard dit alors que s'il avait quelqu'un d'encore plus puissant que cet homme, ce serait sûrement le prince qui céderait. Calixte répond que Gérard a enfin compris et place une feuille de papier devant lui. Il dit qu'une fois que Gérard l'aura signé, il révélera le plan. Le journal affirme que le territoire de Shekan a déjà remboursé toutes ses dettes envers les sociétés de Merta. Le fou se met à rire en disant que Calax est vraiment terrifiant. Il semble que le garçon ait trompé le monde entier pendant tout ce temps. Gérard dit qu'il signera parce qu'il n'a pas d'autre choix. Après tout, il ne veut pas devenir l'ennemi du garçon blond. Notre garçon le remercie tandis que Gérard se dit qu'un jour, il réussira à obtenir un like sur cette vidéo qui aide Mamoru à faire du contenu plus juteux pour ses téléspectateurs, à activer la petite cloche coquine et je m'en vais.